Salut à toutes et à tous. Je sais que beaucoup d'entre vous écoutent ce contenu pour vous aider à vous endormir. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. N'oubliez pas non plus d'aimer, de commenter et de vous abonner. Plongeons directement dans les récits. Astérisque récit. Un astérisque, le 11 septembre 2001 fut une journée gravée dans la mémoire de chaque Américain, un jour où le monde changea de manière inattendue, frappé par une tragédie que personne n'aurait pu prédire. Les événements qui se déroulèrent à Ground Zero, le site du World Trade Center à New York, sont encore aujourd'hui profondément obsédants. Les images des tours jumelles s'effondrant sont à jamais inscrites dans l'histoire de la nation et ont marqué l'inconscient collectif bien au-delà des frontières américaines. Pourtant, tandis que le monde entier regardait, sidéré et incrédule, une autre vie s'éteignait dans l'ombre d'une ville déjà submergée par le chagrin. C'est l'histoire de Lawrence Larry Holmes, un homme dont la mort passa largement inaperçue, enfoui sous le poids d'une catastrophe nationale, mais tout aussi tragique et insensé que n'importe quel autre. Larry Holmes avait 48 ans lorsqu'il fut tué. C'était un homme au passé complexe, marqué à la fois par des triomphes et des échecs, un passé qu'il avait tenté de laisser derrière lui. Né et élevé à Newark, dans le New Jersey, Larry avait connu la difficulté dès son enfance. Il avait grandi dans l'un des quartiers les plus rudes de la ville, un endroit où la criminalité était omniprésente et où les opportunités étaient un luxe que peu pouvaient se permettre. Les rues de Newark étaient un labyrinthe de béton et de briques, une toile de fond souvent grise pour des vies colorées par la lutte et la survie. Les sirènes étaient une bande-son familière, les graffitis des œuvres d'art éphémères racontant des histoires sans mots. Larry n'était pas un criminel endurci, mais il n'était pas non plus un innocent. Sa jeunesse avait été entachée d'infractions mineures, de petits larcins et de cette débrouillardise de rue qui venait avec l'effort de survie dans un endroit où la survie signifiait souvent contourner les règles. Ces expériences, bien que mineures, avaient laissé une marque, une compréhension précoce de la dureté du monde et de la nécessité de se battre pour sa place. Malgré son passé, Larry avait toujours aspiré à mieux pour lui-même. Il avait passé des années à travailler dans la construction, s'échinant à bâtir quelque chose de permanent, quelque chose qui ne serait pas juste une autre solution temporaire. Ses mains étaient calleuses et cicatrisées par des années de travail acharné, mais elles avaient aussi bâti une réputation. Larry n'était pas un maître bâtisseur, mais il était fiable. Il se présentait chaque jour, ponctuel, et travaillait plus dur que la plupart des jeunes de son équipe. Il avait ses démons, bien sûr, tout le monde à Newark avait ses démons. Les siens étaient souvent liés à l'incertitude du lendemain, au souvenir de jours plus sombres et à la peur que son passé ne le rattrape. Mais Larry était un homme qui tentait de construire une vie meilleure. Il avait une femme, Evelyn, qu'il aimait profondément, et un fils, Devon, âgé de 15 ans. Ils étaient son monde, la raison pour laquelle il travaillait de longues heures, la raison pour laquelle il continuait d'avancer. Chaque fois qu'il pensait abandonner, renoncer au rêve d'une vie meilleure, il pensait à eux. Ils étaient ceux qui le gardaient ancré, qui lui rappelaient qu'il y avait quelque chose qui valait la peine de se battre. Leur amour était son moteur, le doux murmure dans les moments de doute, la flamme qui l'empêchait de s'éteindre. Le 11 septembre 2001 commença comme un jour ordinaire pour Larry. Il se leva tôt, embrassa Evelyn avant de partir et promit à Devon qu'il serait rentré à l'heure pour le dîner. Il avait un petit projet en vue, une rénovation résidentielle à Manhattan, et il s'en réjouissait. Il savait que le travail serait difficile, mais il aimait les défis. La matinée était pleine de cette fraîcheur vivifiante qui annonce l'arrivée de l'automne, un ciel d'un bleu immaculé s'étendant à perte de vue. L'air était clair, pur, un contraste frappant avec la pollution habituelle de la ville. Les rues étaient remplies de l'agitation habituelle, de gens pressés de se rendre à leur travail, le klaxon occasionnel d'une voiture exprimant la frustration face à la circulation matinale. Larry s'enfonça dans la ville comme il l'avait fait tant de fois auparavant, le trajet en train étant un rituel familier, un moment pour se perdre dans ses pensées au rythme régulier des wagons. Rien n'indiquait que ce jour serait différent. Il avait planifié mentalement sa journée, les tâches à accomplir, les problèmes potentiels à résoudre sur le chantier. Il arriva sur le site vers 8h30, un peu plus tôt que prévu. Il n'était pas du genre à arriver en retard et il n'était pas non plus du genre à partir tôt. Il était là pour travailler. Il salua le chef d'équipe, Tony, et s'enregistra auprès des ouvriers. La maison sur laquelle il travaillait était située dans un quartier tranquille de Brooklyn, un quartier récemment gentrifié, et les propriétaires cherchaient à vendre. Larry n'y pensa pas beaucoup, juste un autre travail à terminer, une autre pierre ajoutée à son propre édifice de vie. Il s'apprêtait à se mettre au travail quand son téléphone sonna. C'était Evelyn. Elle ne semblait pas alarmée, mais sa voix contenait une note d'inquiétude, une tension sourde. « Larry, commença-t-elle, sa voix à peine audible à travers la mauvaise réception, allume la télé. Il se passe quelque chose en ville. » Larry n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Il se dirigea vers la petite zone de pause où se trouvait une télévision portable sur une étagère et l'alluma. Les informations diffusaient déjà des images du premier avion heurtant la tour nord du World Trade Center. Larry regarda, incrédule, la fumée s'échapper du bâtiment, le ciel au-dessus d'elle prenant une teinte noire maladive.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Marmonna-t-il sous son souffle, ses mains se crispant. Il entendait faiblement la voix d'Evelyn en arrière-plan de l'appel, mais sa concentration était rivée sur l'écran de télévision. La confusion, puis l'horreur, le saisirent. Il ne le savait pas encore à ce moment-là, mais le deuxième avion avait déjà percuté la tour sud. Les présentateurs des journaux télévisés s'agitaient, essayant de comprendre ce qui se passait. Terroristes, pirates de l'air. Tout semblait surréel, comme un cauchemar qui ne pouvait pas être réel. Il ne pouvait pas se détacher de l'écran, son cœur s'emballant à mesure que la réalité de la situation commençait à s'installer. Une sueur froide perla sur son front. Le reste de l'équipe s'était également rassemblé autour de la télévision, le choc du moment les paralysant tous. Ils regardaient, impuissants, le monde qu'ils connaissaient commencer à s'effondrer. Mais Larry, toujours réaliste, savait qu'il devait prendre une décision. Le chantier était à des kilomètres des tours, mais peu importait. La ville était sous attaque. Sa femme l'attendait à la maison, son fils était à l'école, et il n'avait aucune idée de comment cela allait se terminer. Une panique sourde, mais déterminée, commença à monter en lui. Il essaya de rappeler Evelyn, mais les lignes étaient coupées. Il essaya d'appeler son fils, mais les lignes étaient saturées. Il n'avait aucun moyen de savoir s'il était en sécurité, si la ville était aussi chaotique qu'elle le paraissait, ou si la destruction était limitée à Lower Manhattan. Tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre, comme tout le monde, une attente insoutenable, rongée par l'incertitude et la peur. Il ne fallut pas longtemps avant que la première tour ne s'effondre, puis la seconde. Le son, lorsque les bâtiments s'écroulèrent, était quelque chose que Larry n'oublierait jamais. C'était comme si le monde lui-même s'effondrait, un rugissement apocalyptique qui secouait les fondations mêmes de la ville et s'inscrivait dans l'âme de tous ceux qui l'entendaient. Un nuage de poussière et de débris, sombre et menaçant, s'éleva, masquant le soleil et transformant le jour en un crépuscule artificiel. L'air devint épais, irrespirable, rempli de la suie et du souvenir de ce qui avait été. « Tony, il faut qu'on parte d'ici, » dit Larry au chef d'équipe, sa voix ferme, débarrassée de toute hésitation. « Ce travail ne vaut pas la peine de mourir. » Tony le regarda, incertain, le visage blême. « Tu as raison, Larry, mais où sommes-nous censés aller? Le métro est coupé, les rues sont bondées. » Larry savait que la situation était désespérée, mais il ne pouvait pas rester là. « On trouvera bien, je rentre à la maison. » Larry savait qu'il valait mieux être avec sa famille, même s'il ne savait pas ce qui se passait, plutôt que de rester sur le chantier, un endroit qui ne lui offrait plus aucune sécurité, aucune ancre dans la tempête. Son cœur battait la chamade, rempli d'une détermination farouche à les retrouver. Il était à mi-chemin du pâté de maison lorsque cela arriva. Il marchait sur la 5e avenue, le pas rapide, le regard cherchant désespérément un signe, une échappatoire, quand deux hommes, à peine plus que des garçons, sortirent d'une ruelle sombre. Larry avait été pris au dépourvu, son esprit encore préoccupé par l'effondrement des tours, par l'image de la catastrophe gravée dans sa rétine. Il n'avait pas vu les deux hommes s'approcher, et, avant qu'il ne puisse réagir, l'un d'eux le poussa violemment, le faisant trébucher en arrière, le souffle coupé. « Donne-nous ton portefeuille » exigea l'un des hommes, sa voix tremblante d'urgence, mais aussi d'une pointe d'agressivité juvénile. L'instinct de survie de Larry s'activa. Il n'était pas un combattant, mais il n'était pas non plus du genre à tout abandonner sans résistance. Il plongea la main dans sa poche et en sortit son portefeuille, mais en le faisant, il sentit quelque chose de tranchant contre son flanc. Un couteau. Le deuxième homme l'avait sorti, et avant que Larry ne puisse même pleinement comprendre ce qui se passait, la lame s'enfonçait dans sa chair. La douleur fut atroce, fulgurante, le genre de douleur qui vous engourdit un instant avant d'exploser dans votre corps comme un incendie dévastateur. Larry trébucha en arrière, essayant de se tenir le ventre, essayant d'arrêter l'hémorragie, mais les hommes étaient rapides. Ils s'approchèrent avec une aisance rodéo, lui arrachant son portefeuille avant de le pousser au sol. Le dernier que Larry vit fut le regard dans leurs yeux, la faim, le désespoir, et quelque chose d'autre qui ressemblait à de la colère, une colère qui semblait dénuée de sens dans le chaos ambiant. Les deux hommes s'enfuirent, disparaissant dans la foule paniquée, laissant Larry sur le trottoir, serrant son ventre, le sang s'écoulant autour de lui, formant une flaque sombre sur le béton froid. Il tenta de crier, mais sa voix fut perdue dans le bruit assourdissant des sirènes et des cris de la foule. Il entendit des pas s'approcher, mais ils ne furent pas suffisants pour le sauver. Sa vision se brouilla, et une froideur se répandit sur lui, le monde s'estompant aux confins de sa conscience. Lorsque l'ambulance arriva, il était trop tard. Larry Holmes était mort. L'enquête qui suivit fut brève, et le crime fut presque aussitôt oublié. La police n'avait aucun suspect, et les témoins qui avaient vu Larry dans la rue étaient trop paniqués pour fournir des détails utiles. Sa mort fut éclipsée par la tragédie du jour, et l'affaire fut rapidement classée comme non résolue. Evelyn ne découvrit jamais qui avait tué son mari. Elle éleva Devon seule, mais la douleur de ce jour ne la quitta jamais. Elle se tenait souvent près de la fenêtre, regardant les rues, attendant que Larry franchisse la porte, mais il ne revint jamais. Ce même jour, tandis que le monde pleurait la perte de tant de vies, celle de Larry Holmes fut fauchée aussi subitement, aussi violemment.
Son nom ne serait jamais prononcé dans le même souffle que ceux des victimes des attentats contre les tours jumelles, mais pour Evelyn, pour Devon, la mort de Larry laissa un vide qui ne serait jamais comblé. Ce vide était une présence constante, une ombre froide qui planait sur chaque aspect de leur existence, un rappel silencieux de l'injustice qui les avait frappés. Les jours qui suivirent la mort de Larry Holmes furent remplis d'un silence étrange et lourd, tandis que la nation tentait de comprendre l'énormité de la tragédie à New York. Dans d'autres quartiers de la ville, des familles luttaient avec leurs propres pertes personnelles, qui semblaient insignifiantes dans l'ombre des attaques terroristes, mais n'en étaient pas moins réelles. Pour Evelyn Holmes, le silence était suffocant, une pression constante sur sa poitrine. Le jour où Larry fut assassiné, elle était restée chez elle, rivée à la télévision, alors que le chaos se déroulait à Manhattan. Les lignes téléphoniques étaient coupées, et il n'y avait aucun moyen de le joindre. Elle regardait, frénétique, des images de destruction et de confusion envahir l'écran, sachant pertinemment que Larry était quelque part, tentant de retrouver le chemin de la maison, de revenir auprès d'elle et de leur fils. Chaque sirène, chaque reportage, chaque visage angoissé sur l'écran nourrissait une anxiété grandissante en elle, une peur viscérale qu'elle tentait désespérément de refouler. L'appel de la police arriva des heures plus tard, bien après que le choc initial des attentats terroristes se soit transformé en une sorte d'incrédulité engourdie. C'était un officier au hasard, quelqu'un à qui elle n'avait jamais parlé auparavant, qui lui annonça doucement que son mari avait été retrouvé dans les rues de Brooklyn, poignardé et laissé pour mort. L'officier expliqua que le portefeuille de Larry avait été volé lors de ce qui semblait être un vol qui avait mal tourné. L'appel fut surréaliste pour Evelyn, ses mots se dissolvant dans le bourdonnement persistant de l'arrière-plan, se mêlant aux images persistantes des tours en flammes. Elle n'avait jamais imaginé entendre de tels mots, pas ce jour-là, pas après tout ce qui s'était déjà passé. Au début, elle ne sut même pas comment traiter l'information. Les événements de la journée avaient déjà semblé être un cauchemar sans fin. L'idée que Larry soit maintenant parti, arraché à elle par un acte de violence insensé, semblait trop lourde à supporter. Elle luttait pour comprendre comment, dans un monde qui s'effondrait déjà, l'amour de sa vie pouvait être enlevé d'une manière si brutale et immotivée. Il avait toujours été son protecteur, son partenaire, son rocher, et maintenant il était parti, la laissant seule face à un monde bouleversé, un monde qui lui avait arraché sa fondation. Les arrangements funéraires furent un flou. Elle ne se souvenait pas des détails exacts, mais elle savait que sa famille avait tenté de la soutenir du mieux qu'elle pouvait. Des gens étaient là, des visages compatissants, des étreintes silencieuses, mais rien de tout cela ne semblait importer. Elle continuait de chercher Larry dans chaque recoin de leur maison, s'attendant à le voir franchir la porte à tout moment. Elle s'attendait à le voir entrer du garage, où il passait souvent ses soirées à bricoler ses outils et à se détendre après une longue journée. Mais il ne vint jamais. La maison lui semblait vide sans lui, même si sa présence persistait dans chaque pièce, dans chaque coin silencieux, un écho mélancolique des rires et des conversations passées. Le parfum de son après-rasage flottait encore parfois, une illusion cruelle. Devon, leur fils, encaissa la perte plus durement qu'Evelyn n'aurait pu l'imaginer. À 15 ans, il était assez âgé pour comprendre que son père était parti, mais pas assez pour le gérer d'une manière qui lui apporterait une quelconque paix. Il se replia sur lui-même, s'éloignant de ses amis, ses notes commencèrent à chuter, et il passait la plupart de son temps enfermé dans sa chambre. Il écoutait de la musique, de vieilles chansons de rock que Larry avait jouées encore et encore à la radio à la maison. C'était comme si Devon essayait de préserver le souvenir de son père, essayant de s'accrocher à un morceau de lui qui n'avait pas été volé. Mais rien ne pouvait combler le vide, le trou béant laissé dans leur vie était trop lourd à porter. Evelyn essayait d'être forte pour Devon, mais elle ne savait pas comment. Elle se retrouvait souvent à pleurer doucement la nuit, regrettant le son de la voix de Larry, la chaleur de son étreinte. Ils avaient tous les deux bâti une vie ensemble, et maintenant tout semblait s'effondrer, se disloquer en 1000 morceaux, chaque fragment portant le poids de leur chagrin. Les mois qui suivirent furent un flou de deuil, mais aussi de questions sans réponse. L'enquête policière sur la mort de Larry était à peine une note de bas de page dans la plus grande histoire du 11 septembre. Personne ne semblait se soucier de l'homme assassiné pour son portefeuille dans les rues de Brooklyn. Les détectives affectés à l'affaire étaient débordés par les conséquences des attentats, et bien qu'ils aient enregistré un rapport, il n'y avait aucune urgence à résoudre l'affaire. Les deux hommes qui avaient tué Larry ne furent jamais retrouvés. La ville était encore sous le choc des attaques terroristes, et le meurtre de Larry Holmes, bien que tragique, n'était qu'une petite victime supplémentaire dans une ville déjà noyée dans le chagrin. Il n'y avait pas de nouvelles pistes, pas de témoins pouvant fournir quoi que ce soit de substantiel. Les personnes qui avaient vu les derniers instants de Larry étaient trop secouées pour se souvenir des détails, trop prises dans leur propre survie pour remarquer ce qui s'était passé. Les hommes qui avaient assassiné Larry étaient partis depuis longtemps, perdus dans le chaos de la ville, comme des fantômes évanouis dans la fumée. Le dossier fut classé, étiqueté comme non résolu, une autre statistique sombre dans une ville trop engourdie pour s'en soucier. Pour Evelyn, ce manque de justice était une blessure qui ne guérissait jamais. Elle se demandait souvent si les choses auraient été différentes si Larry avait été assassiné un autre jour, à une autre occasion. Si le pays n'avait pas été au milieu d'une telle immense tragédie,
Si les cycles d'information n'avaient pas été consumés par l'horreur des attaques, peut-être que quelqu'un aurait remarqué, peut-être que quelqu'un se serait suffisamment soucié pour traquer les hommes qui l'avaient tué. Mais la mort de Larry, comme tant d'autres ce jour-là, fut enterrée sous le poids de la tragédie, une tragédie si vaste qu'elle effaçait les drames individuels. Il y eut des moments où Evelyn regardait son fils, Devon, et voyait la même confusion et la même tristesse dans ses yeux qu'elle ressentait chaque jour. Tous deux étaient liés par leur chagrin partagé, mais ils ne parvenaient pas à se connecter l'un à l'autre à ce sujet. Evelyn avait perdu son mari, l'amour de sa vie, l'homme qui avait été son pilier, et Devon avait perdu son père, l'homme qui lui avait appris à être fort, à travailler dur et à vivre avec dignité. Ils étaient tous deux en deuil, mais ils le faisaient de manière différente, et cela les déchirait, créant un fossé silencieux entre eux, un fossé que ni l'un ni l'autre ne savait comment traverser. Au fil des années, Evelyn tenta de reconstruire sa vie, mais la mort de Larry planait toujours sur elle comme un nuage persistant, une ombre froide qui refusait de se dissiper. Elle ne pouvait avancer sans en ressentir le poids écrasant. Elle avait essayé la thérapie, les groupes de soutien, et même la religion, mais rien ne semblait lui apporter la consolation dont elle avait tant besoin. Le souvenir de Larry, l'homme qui avait tant travaillé pour créer une vie meilleure pour sa famille, était constamment présent dans ses pensées. Chaque fois qu'elle passait devant l'endroit où il avait été assassiné, un sentiment d'injustice lui traversait le corps, une vague d'amertume et de colère. Elle ne pouvait s'empêcher de s'imaginer la scène, les derniers instants de Larry, et la douleur indicible que cela devait être. Devon grandit, et à mesure qu'il le faisait, il trouva sa propre façon de faire face à la perte. Il commença à faire des petits boulots, essayant d'économiser de l'argent pour aller à l'université, mais sa relation avec sa mère commença à se tendre. Il lui en voulait de ne pas comprendre son chagrin, cette colère sourde qui l'habitait. Il ne savait pas comment lui parler de la rage qu'il ressentait, rage envers le monde, envers les hommes qui avaient pris son père, et envers le fait que personne ne semblait s'en soucier. Il devint renfermé, passant plus de temps loin de la maison, plus de temps à essayer d'oublier, de se noyer dans le travail ou dans les sorties avec ses amis, mais la vérité était qu'aucun d'eux ne pouvait échapper à la douleur. Chaque anniversaire de la mort de Larry était comme une blessure ouverte, et chaque nouvelle année était un rappel que le temps avait continué sans lui. Le monde était passé à autre chose après ce jour tragique de septembre, mais pour Evelyn et Devon, le 11 septembre resterait toujours un jour de profonde perte personnelle, un jour où leur monde avait changé à jamais, non seulement à cause de ce qui était arrivé au pays, mais à cause de ce qui leur avait été enlevé. C'était une perte qui ne pouvait être quantifiée de la même manière que les attentats terroristes, une perte passée inaperçue, mais une perte néanmoins. Dans le sillage de la tragédie, de nombreuses histoires restent racontées, des vies oubliées. La mort de Larry Holmes fut l'une de ces histoires, une petite tragédie au milieu d'une plus grande, mais pour sa famille, ce fut tout, le centre de leur univers brisé. Les années qui suivirent la mort de Larry Holmes furent marquées par un sentiment lancinant et permanent de vide pour Evelyn et Devon. Leur vie était devenue un équilibre constant, chacun tentant de trouver un semblant de normalité au milieu des décombres de leur chagrin. Mais l'absence de Larry était indéniable, une présence qui planait sur chaque aspect de leur existence, un point invisible mais omniprésent. Malgré le passage du temps, le monde avait peut-être avancé après le 11 septembre, mais pour eux, le deuil ne s'est jamais complètement dissipé. Ils avaient appris à le porter, à vivre avec, mais le fardeau ne s'allégeait jamais, une chape de plomb sur leur âme. Evelyn finit par déménager de leur ancienne maison. C'était l'endroit où elle et Larry avaient bâti leur vie ensemble, et chaque jour qui passait, il devenait plus difficile de vivre dans cette maison qui avait autrefois été remplie de ses rires, de sa présence, de sa chaleur. Chaque objet, chaque recoin, chaque reflet de lumière ravivait des souvenirs trop vifs, trop douloureux. Elle trouva un petit appartement dans un quartier plus calme, loin de l'agitation de la ville, mais même là, dans le silence, elle ressentait la perte. Elle se retrouvait parfois à attendre que Larry franchisse la porte, comme si les années n'avaient jamais passé, comme si le temps s'était figé en ce matin funeste. Le monde avait changé drastiquement au cours de ces années, et pourtant, pour Evelyn, il semblait que rien n'avait changé du tout, que la blessure était toujours aussi fraîche. Devon, lui aussi, avait changé. Il avait grandi, obtenu son diplôme d'études secondaires et trouvé du travail comme mécanicien. Ce n'était pas la vie dont il avait rêvé, mais c'était une vie qu'il avait construite pour lui-même, à sa manière. Il avait commencé à vivre seul, louant un petit appartement en ville, mais la douleur du meurtre de son père n'était jamais loin de ses pensées. Devon portait la colère avec lui, même en essayant de construire un avenir sans l'homme qui avait été son modèle. Sa relation avec sa mère restait distante, comme s'il était deux étrangers vivant dans le même espace, liés par le sang mais déconnectés par le chagrin, incapables de partager ce fardeau commun. Au fil des années, la question du meurtre de Larry commença à s'estomper à l'arrière-plan. La police n'avait jamais donné suite, l'affaire était restée froide, et il n'y avait aucune nouvelle information. Le meurtre d'un homme au milieu d'une ville encore sous le choc du plus grand acte de terreur que le monde ait jamais connu fut rapidement oublié. Il n'y eut pas de mémoriaux pour Larry Holmes, pas de veillée aux chandelles en sa mémoire. L'injustice de sa mort fut perdue dans le récit plus large du traumatisme collectif du pays.
Son meurtre n'était qu'une des nombreuses tragédies passées inaperçues, noyées dans un océan de douleur plus vaste. Pourtant, Evelyn n'arrêta jamais de chercher des réponses. Il y eut des jours où elle se rendait au commissariat de Brooklyn, demandant s'il y avait eu des développements, bien qu'au fond d'elle, elle savait qu'il n'y en aurait jamais. Elle s'asseyait dans la salle d'attente, regardant les photos fanées sur les murs du poste de police, espérant une percée qui apporterait justice à Larry. Mais rien ne venait. Les détectives, débordés par l'ampleur des attaques et leurs conséquences, étaient passés depuis longtemps à des affaires plus urgentes. Le meurtre de Larry était une note de bas de page dans une histoire beaucoup plus vaste, une histoire où sa mort, bien que tragique, était éclipsée par l'ampleur de ce qui s'était passé ce jour-là. Ce ne fut que des années plus tard, alors qu'Evelyn s'apprêtait à vendre son appartement, qu'elle tomba sur quelque chose qui ranima sa détermination, une étincelle d'espoir inattendu. Elle parcourait de vieilles boîtes dans le grenier, triant des objets ayant appartenu à Larry, des choses dont elle n'avait jamais pu se séparer, des fragments tangibles de leur vie passée. Elle trouva de vieilles photos de lui, des photos de leurs jours de mariage, de vacances en famille et de l'enfance de leur fils. Mais au milieu des souvenirs, niché au fond d'une boîte à chaussures, se trouvait quelque chose qui l'arrêta net. C'était un rapport de police, un vieux rapport datant du jour du meurtre de Larry. Au début, Evelyn pensa l'avoir déjà vu, mais en scannant le document, elle réalisa qu'il y avait un détail qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, le nom d'un témoin qui avait été sur les lieux du crime. La déclaration du témoin était vague, mais c'était quelque chose, un début, une porte entr'ouverte. C'était le nom d'une jeune femme qui avait vu deux hommes s'enfuir de la ruelle où Larry avait été attaqué. Elle n'avait pas pu donner une description complète des hommes, mais elle avait noté un trait distinctif chez l'un d'eux. Elle avait vu un tatouage sur son bras, quelque chose qui l'avait frappé. Le cœur d'Evelyn s'emballa tandis qu'elle relisait le rapport. C'était le premier indice depuis des années, la première indication qu'il pourrait y avoir quelqu'un quelque part qui savait ce qui était arrivé à Larry. Un frisson d'excitation et de peur la parcourut. Elle contacta immédiatement le bureau des détectives, espérant contre toute attente que quelqu'un se souviendrait de l'affaire. L'officier qui prit son appel fut aimable, mais hésitant. Le détective qui avait été affecté à l'affaire avait pris sa retraite depuis longtemps, et le dossier était clos depuis des années. Cependant, il accepta d'y jeter un œil, de voir s'il y avait d'autres pistes, touchées par la détermination silencieuse d'Evelyn. Des semaines passèrent, et Evelyn se retrouva à retenir son souffle, attendant la moindre nouvelle, chaque coup de téléphone la faisant sursauter. L'enquête avait été abandonnée depuis longtemps, et la piste s'était refroidie, mais la petite lueur d'espoir qui avait émergé était suffisante pour raviver le feu en elle. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que le tueur de son mari était toujours en liberté, menant une vie sans conséquences, tandis qu'elle et Devon étaient laissés à souffrir en silence. L'idée que quelqu'un avait vu quelque chose, que quelqu'un pourrait savoir qui leur avait enlevé Larry, la tenait éveillée la nuit, un tourment incessant. Finalement, l'appel arriva, un son qui résonna dans le silence de son appartement. Le détective avait retrouvé le témoin. Elle vivait dans une petite ville du nord de l'État de New York, et bien qu'elle ait poursuivi sa vie, elle se souvenait de la nuit où Larry avait été attaqué. Elle put fournir une description plus détaillée du tatouage, quelque chose qui correspondait à la description d'un membre de gang connu dans la région, un gang impliqué dans des crimes de rue. C'était une percée, mais ce n'était aussi que le début. Une lueur, mais le chemin restait long. Evelyn et le détective travaillèrent ensemble pendant plusieurs mois, reconstituant une affaire oubliée depuis longtemps. Ils découvrirent que l'un des hommes qui avait tué Larry faisait partie d'un petit gang impliqué dans des vols mineurs et des crimes de rue. La piste les mena finalement à un suspect, un homme nommé Marcus Slick Carter, qui avait un long passé de violence. Il fut arrêté et inculpé du meurtre de Larry, bien qu'il fût difficile de recueillir des preuves concrètes. Ce fut un processus lent et fastidieux, mais après des années de silence, l'affaire fut enfin rouverte, une victoire silencieuse mais profonde. Quand Evelyn se tint dans la salle d'audience, regardant Marcus Carter être condamné pour le meurtre de son mari, elle ressentit un sentiment de dénouement qu'elle n'avait pas cru possible. Les années d'attente, les nuits sans sommeil, les questions qui avaient persisté dans son esprit, toutes trouvèrent enfin des réponses. La mort de Larry, bien que toujours une tragédie, ne lui semblait plus un mystère non résolu. C'était une victoire, aussi petite soit-elle, et elle donna à Evelyn la paix qu'elle cherchait depuis si longtemps. Une paix âpre, gagnée au prix de tant de souffrances, mais une paix quand même. Mais même avec le tueur derrière les barreaux, le mal était fait. La douleur de la perte de Larry, la douleur de voir son fils grandir sans son père, ne disparaîtrait jamais. Evelyn ne pourrait jamais retrouver la vie qu'ils avaient perdue, mais à ce moment-là, alors qu'elle regardait Marcus Carter être emmené menotté, elle sut que Larry avait obtenu la justice qu'il méritait, même s'il avait fallu des années pour la trouver. C'était une victoire douce amère, mais c'était la seule chose à laquelle elle pouvait s'accrocher. Larry Holmes avait peut-être été l'une des nombreuses victimes dans un monde rempli de tragédies, mais pour Evelyn et Devon, sa mort ne serait jamais une simple note de bas de page dans l'histoire. Sa mémoire, son héritage, vivrait à travers eux, tandis qu'il continuait à vivre avec la douleur de ce jour fatidique et des années qui suivirent, portant son souvenir comme une lumière vacillante dans l'obscurité.
Récit 2 au matin du 11 septembre 2001, quelques heures seulement avant les horribles attentats qui allaient à jamais changer le cours de l'histoire, un crime apparemment sans lien et tout aussi tragique se déroulait au cœur de Philadelphie, en Pennsylvanie. Tandis que le monde se concentrait sur la dévastation à New York, Washington DC et en Pennsylvanie, une sombre histoire de trahison, de cupidité et de meurtre se déroulait lentement sous le couvert d'une vie ordinaire. Ce fut le jour où la vie de David Martinez, 38 ans, prit fin de manière tragique et prématurée. David était une figure bien connue de la petite communauté hispanophone et très unie de Philadelphie. Né et élevé dans la ville, il était réputé pour son charme, son cœur généreux et son ambition de construire une vie meilleure pour sa famille. Il avait grandi dans un quartier ouvrier, fils d'immigrants mexicains qui avaient travaillé sans relâche pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses frères et sœurs. Dès son plus jeune âge, David avait été témoin des sacrifices de ses parents, de la sueur et de l'effort investi dans chaque journée, et il portait en lui la détermination de briser le cycle de la pauvreté qui avait emprisonné tant de personnes avant lui. Il rêvait de faire plus que ce que la situation financière de sa famille avait permis, de laisser une empreinte durable qui honorerait leurs efforts. Vers la fin de la trentaine, David avait bâti une entreprise modeste mais prospère, un petit atelier de réparation automobile rentable situé à la périphérie de la ville. Son atelier était réputé pour son service de qualité et son travail honnête, des valeurs qu'il incarnait lui-même. David avait une clientèle fidèle, dont beaucoup revenaient sans cesse, lui confiant leur voiture en toute confiance. C'était un homme qui croyait au travail acharné, et il avait réussi à développer son entreprise à partir de rien, pièce par pièce, client par client, avec un dévouement inébranlable et une éthique de travail irréprochable. Ses mains, souvent tachées de graisse, étaient le témoignage silencieux de son labeur. Cependant, avec son succès croissant vinrent de nouvelles pressions. Des contraintes financières imprévues, des ambitions personnelles qui s'étendaient au-delà de ce qu'il avait imaginé, et finalement, un enchevêtrement dans un réseau d'activités criminelles qu'il n'avait jamais anticipé. L'ascension de David, dans le monde des affaires, n'était pas passée inaperçue. Si elle lui avait valu le respect de nombreux, son succès avait également attiré l'attention d'autres personnes qui voyaient une opportunité dans sa richesse croissante, des prédateurs qui flottaient à la périphérie du succès. Parmi eux se trouvait un homme nommé Roré Rivera, un ancien associé de la jeunesse de David, qui avait connu des temps difficiles. Roré avait autrefois été proche de David, ayant grandi ensemble dans le même quartier, partageant des luttes similaires. Leurs rires d'enfants résonnaient dans les mêmes ruelles, leurs rêves d'adolescents se mêlaient dans les mêmes cieux étoilés de Philadelphie. Cependant, leurs chemins avaient divergé après le lycée. David avait travaillé dur pour se créer une vie stable, tandis que Roré était tombé sous l'emprise de la drogue, de la criminalité et des affaires louches, une descente progressive et amère. Roré avait approché David plusieurs fois par le passé avec des propositions commerciales, des idées moins que légales et beaucoup plus dangereuses, des propositions qui faisaient miroiter des gains rapides au prix de l'intégrité. David, qui avait toujours été fier de rester propre et de rendre son entreprise légitime, avait refusé à plusieurs reprises, sa conscience refusant de céder aux sirènes du gain facile. Pourtant, Roré, désespéré et voyant le succès de David comme un signe de ses propres opportunités manquées, ne voulait pas abandonner. Au fil du temps, il commença à ressentir du ressentiment, convaincu que David avait trahi leur passé commun en choisissant une vie plus propre, plus conforme à la loi. C'est ce ressentiment, alimenté par la cupidité et la jalousie, qui allait finalement mener à la mort de David. Au matin du 11 septembre, Roré fit une dernière tentative désespérée pour convaincre David de collaborer à une opération de vol de voiture à haut risque. Roré promit à David que le plan les rendrait tous les deux riches, dépeignant des scénarios de richesse facile et de vie luxueuse. Mais David, déjà las du comportement de plus en plus erratique de Roré, refusa une fois de plus. Il dit à Roré qu'il n'était pas intéressé par les activités illégales, qu'il avait travaillé trop dur pour risquer tout ce qu'il avait bâti pour un gain rapide et dangereux. Il lui rappela leur passé, leurs rêves de dignité, mais Roré, aveuglé par son propre désespoir, n'écoutait plus. Roré, cependant, n'était pas prêt à accepter un refus. Il ne pouvait supporter l'idée que David le quitte, que David continue de prospérer alors qu'il luttait pour survivre. Dans un accès de rage et de sentiment de trahison, Roré décida que s'il ne pouvait pas avoir David comme allié, il le lui ferait payer pour son arrogance perçue. Il prévoyait de tout prendre à David, son entreprise, sa vie et ses rêves, une vengeance totale et destructrice, nourrie par des années de frustrations accumulées. Vers 10h30, alors que l'attention de la nation était encore largement concentrée sur les premiers reportages de l'attaque contre le World Trade Center, Roré arriva à l'atelier de réparation automobile de David, armé d'un pistolet. Il avait décidé d'affronter David une dernière fois, de lui exiger de le rejoindre dans son entreprise criminelle. Quand David refusa catégoriquement, l'entreprise étant le fruit de son travail acharné et de son intégrité, la colère de Roré explosa et la situation dégénéra rapidement. Les deux hommes se disputèrent violemment dans le garage, leurs voix s'élevant au-dessus du bruit des moteurs et du bourdonnement des lumières fluorescentes du garage. Les mots volaient, chargés de colère et de ressentiment, chaque mot une blessure.
Roré accusa David d'avoir abandonné leur passé, d'être devenu trop bien pour lui et ses amis, ses paroles emplies de l'amertume du paria. David tenta de le raisonner, lui disant qu'il essayait seulement de gagner honnêtement sa vie et que Roré devrait faire de même, lui offrant une chance de rédemption. Mais la jalousie et l'amertume de Roré le consumaient, le rendant sourd à toute raison. Alors que la dispute s'intensifiait, il sortit l'arme de sa veste et tira 2 coups, un dans la poitrine de David et l'autre dans son abdomen. David s'effondra instantanément, son corps s'affaissant sur le froid sol en béton du garage, la vie s'échappant de lui avec le sang. Roré se tint au-dessus de lui un instant, regardant l'homme qui avait autrefois été son ami proche, son enfance, sa conscience. La réalité de ce qu'il venait de faire commença à s'installer, glaciale et implacable. La vie de David était terminée, et Roré avait scellé son propre destin, un destin désormais inextricablement lié à celui de son ami mort. Mais au lieu d'appeler à l'aide ou de se rendre aux autorités, Roré s'enfuit. Il quitta les lieux, laissant David mourir seul dans le silence de son atelier, le seul bruit étant celui de son propre cœur battant la chamade dans ses oreilles. Ce ne fut que plus tard dans la journée, lorsque les employés de David arrivèrent au garage pour commencer leur quart de travail, qu'ils découvrirent le crime, une scène horrible qui les laissa bouche bée et horrifiés. À ce moment-là, la nouvelle des attentats terroristes à New York avait déjà commencé à dominer les ondes, et ce ne fut que lorsque les reportages locaux mentionnèrent une fusillade dans la ville que les gens commencèrent à faire le lien, à comprendre la confluence macabre des événements. La police réagit rapidement sur les lieux, mais l'affaire devint rapidement compliquée. Si les preuves étaient claires, David avait été abattu, et il n'y avait aucun signe d'effraction ou de vol, il n'y avait pas de témoins immédiats du crime. L'atelier était situé dans une zone relativement calme, et les quelques personnes qui avaient été à proximité n'avaient pas entendu les coups de feu, leurs pensées étant ailleurs, leur attention rivée sur la télévision et les événements lointains mais plus grandioses qui se déroulaient à New York. L'enquête prit plusieurs jours à démarrer, car les autorités étaient concentrées sur la crise de sécurité nationale qui se déroulait à la suite des attentats. C'est une vérité amère que la mort de David, aussi brutale soit-elle, était un événement mineur dans l'ampleur de la tragédie nationale. Ce ne fut que quelques semaines plus tard, lorsque Roré fut appréhendé lors d'un contrôle routier de routine dans une ville voisine, que les détails du crime commencèrent à apparaître. Au début, Roré nia toute implication dans la fusillade, mais à mesure que les preuves s'accumulaient, il finit par avouer avoir tué David dans un accès de rage après que ses offres répétées aient été rejetées. Il dit à la police qu'il était désespéré d'argent et que le refus de David de le rejoindre dans son entreprise criminelle l'avait poussé à bout, justifiant son acte par son propre désespoir. Roré fut inculpé de meurtre au premier degré et de vol à main armée, car la police découvrit qu'il avait également volé plusieurs objets de valeur dans le garage dans le chaos qui avait suivi la fusillade, une ultime insulte à la mémoire de son ami. Le procès qui suivit fut une affaire sombre, remplie de témoignages émouvants de la famille et des amis de David, qui parlèrent de l'homme gentil et travailleur qu'il avait été. Sa mort, bien qu'éclipsée par les événements du 11 septembre, n'en fut pas moins tragique pour eux. La ville de Philadelphie pleura la perte d'un homme qui avait travaillé dur pour construire une vie meilleure pour sa famille, pour ne voir sa vie fauchée par la trahison d'un homme qui avait autrefois été son ami. L'affaire resta ouverte pendant des années après le procès, les autorités continuant d'enquêter sur les motivations du crime et les liens entre Roré et d'autres éléments criminels de la ville, car la mort de David était devenue une fenêtre sur un monde souterrain plus vaste. Mais pour la famille de David, il n'y aurait jamais de véritable dénouement. Sa mort, quelques heures seulement avant que la nation ne soit frappée par la pire attaque terroriste de l'histoire, devint une autre tragédie personnelle, perdue au milieu du chaos d'un monde à jamais changé. La mort de David demeura un chagrin inavoué au sein de sa famille pendant de nombreuses années, aggravé par les événements accablants du 11 septembre. Pour sa mère, Rosa, la douleur de perdre son fils était à la fois publique et privée, éclipsée par la tragédie de ce jour, et pourtant elle ne pouvait échapper à l'image cuisante du corps sans vie de David gisant sur le sol du garage, un moment qui continuait de la hanter malgré les années passées. Dans ces moments de deuil silencieux, elle voyait encore le visage de David dans ses rêves, le jeune homme fier et déterminé qui lui avait promis qu'il ferait quelque chose de sa vie. La perte fut également profondément ressentie par la sœur cadette de David, Isabella. Elle avait été la plus proche confidente de David, la personne à qui il s'adressait pour obtenir des conseils lorsqu'il se sentait incertain. Ensemble, ils avaient traversé les années difficiles de leur jeunesse à Philadelphie, avec leurs expériences partagées de lutte et d'espoir. Isabella avait vu David passer d'un jeune garçon avec de grands rêves à un homme d'affaires responsable. Mais sa mort fut le moment qui la brisa, et le long processus de guérison ne fut jamais pleinement réalisé. Elle resta en colère contre Roré, en colère contre l'absurdité de tout cela, et peut-être plus tragiquement, en colère contre elle-même de ne pas avoir pu l'empêcher de prendre la décision qui avait mené à sa mort. Le fils de David, Alex, n'avait que 5 ans lorsque son père fut assassiné. Élevé par sa mère et ses grands-parents, Alex n'eut jamais la chance de vraiment connaître son père. En grandissant, il posait des questions, essayant de reconstituer les fragments de la vie de David qui restaient, mais les réponses semblaient toujours incomplètes.
Sa mère, Rosa, lui racontait des histoires sur la nature travailleuse de son père et ses rêves de donner une vie meilleure à leur famille. Pourtant, pour Alex, la perte était un concept abstrait, quelque chose qu'il ne pouvait pas entièrement saisir. En tant qu'adolescent, Alex commença à exprimer un ressentiment croissant envers l'absence de son père. On lui avait dit que David avait été un grand homme, un homme qui travaillait dur pour donner à sa famille tout ce dont elle avait besoin. Mais à mesure qu'Alex atteignait l'adolescence, il commença à se demander pourquoi cette grandeur ne s'était pas traduite par une longue vie. Pourquoi quelqu'un comme David avait-il été enlevé si subitement? Il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un enlèverait un homme qui n'avait jamais fait de mal à personne, un homme qui voulait simplement subvenir aux besoins de sa famille. Rosa, dans son chagrin, fit de son mieux pour protéger Alex des détails du meurtre, mais les questions continuaient d'arriver, insistantes et déchirantes. Elle voulait le protéger de la dure réalité de la mort de son père, le meurtre qui avait à jamais changé leur famille. Mais elle ne pouvait pas. Elle avait vécu avec la douleur si longtemps, essayant de reconstruire une vie si violemment interrompue. Elle savait qu'un jour Alex aurait besoin de connaître la vérité, et quand ce jour viendrait, elle devrait lui expliquer que la vie de David avait été prise par quelqu'un qui avait autrefois été son ami, un homme si consumé par la jalousie et la cupidité qu'il avait été prêt à mettre fin à une vie pour quelque chose d'aussi insignifiant que l'argent. Mais pour l'instant, Alex essayait de repousser les sentiments de colère et de confusion. Il se concentrait sur l'école, sur ses amis, sur le monde en dehors de sa maison. Il avait un avenir prometteur devant lui, un avenir dont David avait rêvé pour lui, et pourtant l'absence de son père jetait une longue ombre sur ses réalisations. Chaque remise de diplôme, chaque étape, chaque succès semblait incomplet, comme s'il manquait quelque chose qui ne pourrait jamais être remplacé. Au fil des années, l'enquête sur le meurtre de David devint plus complexe. Alors que Roré avait été arrêté peu après la fusillade, l'histoire derrière le crime était loin d'être simple. Plus les autorités creusaient dans sa vie, plus elles découvraient ses liens avec un réseau plus vaste d'activités criminelles. Les objets volés dans le garage de David, par exemple, s'avérèrent être liés à une série de vols de voitures qui avaient frappé la ville pendant des mois. Il devint évident que Roré n'avait pas agi seul et que son désespoir l'avait conduit à s'engager avec un groupe d'individus dangereux impliqués dans le crime organisé. Les détectives réalisèrent rapidement que Roré était un petit opérateur qui avait essayé de gravir les échelons criminels, recherchant des coups plus importants à tout prix. L'opération de vol de voitures à haut risque qu'il avait essayé de convaincre David de rejoindre n'était qu'une partie de son plan plus grand. Il avait espéré que le succès de David dans le commerce de la réparation automobile aiderait à financer un projet plus vaste qui impliquait le trafic de véhicules volés à travers les frontières des États. Mais le refus de David de s'impliquer n'avait pas seulement mis Roré en colère, cela lui avait coûté la vie. Bien que Roré ait été arrêté et inculpé de meurtre au premier degré, il était clair que son implication dans le crime n'était que la pointe de l'iceberg. Son association avec des éléments criminels plus importants dans la ville signifiait que la mort de David faisait partie d'un modèle plus large de comportement criminel qui était passé inaperçu pendant des années. La police commença à enquêter pour savoir si David avait été une victime aléatoire ou s'il avait été ciblé en raison de son succès commercial croissant. Au fur et à mesure que l'affaire progressait, il devint évident que Roré avait vu David comme une menace pour ses propres ambitions. Le meurtre, bien que profondément personnel, était aussi une tentative calculée d'éliminer un rival et d'obtenir l'accès à une partie des profits de David. L'enquête révéla des couches supplémentaires de tromperie. Il s'avéra que Roré avait tenté d'exploiter ses liens avec plusieurs criminels connus de la région. Il avait prévu de voler des pièces automobiles de valeur dans l'atelier de David et de les vendre sur le marché noir. Lorsque David refusa de participer, Roré y vit une trahison. L'idée que David ait autrefois été son ami proche rendit le meurtre d'autant plus cruel aux yeux de Roré. Ce fut l'aboutissement d'années d'amertume, de jalousie et de cupidité. Malgré la nature horrible du crime, le meurtre de David n'était pas isolé. À mesure que les autorités approfondissaient les activités de Roré, elles découvraient un modèle de violence et de trahison au sein du monde criminel qui était passé inaperçu pendant bien trop longtemps. Il semblait que le désespoir de Roré faisait partie d'un problème sociétal plus large, un problème qui voyait des gens comme lui, des gens qui avaient autrefois espéré une vie meilleure, succomber à l'attrait de l'argent facile et au monde dangereux du crime organisé. Au moment où le procès commença, la ville avait déjà été secouée par les événements du 11 septembre, mais la famille de David ne laissa pas la tragédie éclipser sa quête de justice. Ils assistèrent à chaque jour du procès, écoutant les témoignages, entendant les détails glaçants de la façon dont Roré avait planifié et exécuté le meurtre. Lorsque Roré fut finalement reconnu coupable, la famille ressentit un sentiment de soulagement, mais il était doux amer. Il leur avait fallu des années pour en arriver là, et même alors, cela ne leur semblait pas suffisant. La perte de David était permanente. Aucune condamnation ne pouvait le ramener. Dans les années qui suivirent, Rosa, Isabella et Alex gérèrent leur chagrin chacun à leur manière. Ils se souvenaient de David, non seulement pour la façon dont il était mort, mais pour l'homme qu'il avait été, le père aimant, le fils dévoué, l'homme d'affaires travailleur qui s'était battu pour créer une vie meilleure pour ceux qu'il aimait.
Sa mort, bien que tragique, avait rapproché sa famille, et ils jurèrent de garder sa mémoire vivante, non seulement dans leur cœur, mais dans les histoires qu'il racontait à son sujet. Bien que sa vie ait été écourtée trop tôt, il s'accrochait à la conviction que l'amour et les souvenirs qu'il partageait ne mourraient jamais, une flamme éternelle dans l'obscurité de leur perte. Les années passèrent, mais l'impact de la mort de David continua de se répercuter sur la vie de ceux qui l'avaient connu. Son atelier de réparation automobile, autrefois une entreprise florissante, avait fermé ses portes après son décès. Rosa avait lutté pour le maintenir ouvert un temps, espérant préserver l'héritage de David, mais le tribut émotionnel de la perte de son fils, couplé à la difficulté de gérer une entreprise seule, s'avéra trop écrasant. Finalement, l'atelier fut vendu à un autre propriétaire, et l'espace qui avait autrefois bourdonné des sons des moteurs et des travaux de réparation devint silencieux. Le quartier lui-même commença à changer, la gentrification s'insinuant lentement à mesure que de nouveaux résidents plus riches s'installaient, altérant la dynamique de la zone. Bien que le lieu physique qui avait abrité tant de souvenirs de David ait disparu, ceux qui lui avaient été proches trouvèrent des moyens de se souvenir et de l'honorer. Isabella, maintenant dans la trentaine, avait déménagé dans une autre partie de la ville après la mort de son frère, tentant de prendre une certaine distance par rapport aux souvenirs douloureux. Elle avait terminé ses études, obtenu un emploi d'assistante sociale et fondé sa propre famille. Mais l'ombre de la mort de David planait sur chacune de ses décisions, un rappel constant de la fragilité de la vie et de la brutalité de la perte. La colère qu'elle avait ressentie adolescente ne s'était jamais complètement dissipée. Elle se manifestait dans la façon dont elle prenait soin des autres, dans son travail d'aide aux familles déchirées par la violence, tout comme la sienne l'avait été. Bien qu'elle ait essayé de combler le vide avec sa carrière et sa famille, une partie d'elle était toujours bloquée à ce moment où son frère lui avait été arraché si soudainement et violemment. Alex, maintenant dans la vingtaine, avait une relation différente avec le passé. Il avait toujours été fier de l'homme qu'était David, et il portait cette fierté avec lui en naviguant dans l'âge adulte. Mais il y avait une certaine distance dans le souvenir d'Alex, un détachement qui s'était développé au fil des ans. Il ne voulait jamais trop idéaliser son père, sachant que l'homme qui lui avait été enlevé n'était pas parfait, mais il portait toujours le poids de sa perte. Alors qu'Alex progressait dans le monde, obtenant un diplôme universitaire et trouvant du travail, il se demandait souvent ce que son père aurait pensé de sa vie, quel conseil David lui aurait donné quand les choses devenaient difficiles. Mais aucune réponse ne venait, seulement le silence pesant de l'absence. Alex trouva cependant du réconfort dans la force de sa mère. Rosa, face à un immense chagrin, avait continué à subvenir aux besoins de sa famille, avait continué à vivre même lorsqu'il semblait que toutes les raisons de le faire lui avaient été arrachées. Elle avait reconstruit sa vie du mieux qu'elle pouvait, et pourtant il y avait une certaine quiétude dans son existence, un calme qui en disait long sur les batailles internes qu'elle menait chaque jour. L'amour qu'elle portait à son fils était évident dans tout ce qu'elle faisait, mais il y avait une tristesse sous-jacente qui ne s'est jamais complètement dissipée, une mélancolie permanente. Quant à Roré Rivera, après sa condamnation et la longue bataille juridique, il fut condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le procès avait été un spectacle, la défense tentant de dépeindre Roré comme un homme poussé au désespoir, poussé à bout par les échecs de sa propre vie. Cependant, l'accusation avait clairement établi que le meurtre était prémédité, que Roré avait activement planifié et exécuté sa trahison de David. Le jury le déclara coupable de meurtre au premier degré et le condamna en conséquence. Pourtant, même en prison, l'amertume de Roré demeurait. Il parlait occasionnellement de David à d'autres détenus, rationalisant ses actions comme celles d'un homme qui avait été lésé, bien que ses justifications ne fussent jamais acceptées par quiconque connaissant l'histoire complète. La vie de Roré en prison fut marquée par des périodes de réflexion, bien qu'elles ne fussent pas suffisantes pour changer ses vues endurcies. Il passait la plupart de son temps en isolement, non par peur, mais parce qu'il refusait de s'associer à quiconque ne partageait pas sa vision du monde. Son ressentiment envers David ne s'est jamais complètement dissipé, bien qu'il parlât rarement de sa victime dans les années qui suivirent le meurtre. Pour Roré, il était plus facile de s'accrocher au récit d'un homme qui avait été exploité, qui avait été acculé. Il n'a jamais admis l'ampleur réelle de sa jalousie et de sa cupidité, choisissant plutôt de se voir comme la victime de ses circonstances. Mais au fond de lui, il savait que ses actions n'avaient pas seulement détruit la vie de David, mais avaient aussi ruiné la sienne. Dans la communauté au sens large, la mort de David devint l'une des nombreuses histoires de violence insensée qui affligeaient Philadelphie à l'époque. Cependant, le meurtre eut un effet durable sur la communauté hispanophone locale, dont beaucoup avaient connu David personnellement. Dans le sillage de sa mort, il y eut de nombreuses conversations sur les dangers de la tentation, sur la facilité avec laquelle les gens pouvaient être pris au piège par la criminalité lorsqu'il était confronté à l'opportunité de l'argent facile. David avait été l'incarnation de ce à quoi de nombreux immigrants aspiraient. Une réussite, quelqu'un qui avait travaillé dur pour atteindre ses objectifs et qui l'avait fait en respectant les règles. Son meurtre fut un rappel douloureux que même ceux qui suivaient le droit chemin pouvaient être victimes de l'obscurité qui les guettait. L'histoire de David n'était pas seulement une tragédie, mais aussi une histoire de résilience.
Si sa mort avait laissé une cicatrice permanente sur sa famille, elle avait aussi laissé un héritage qui ne pouvait être effacé. Rosa, Isabella et Alex portaient tous des morceaux de David avec eux dans la façon dont ils vivaient leur vie. Ils l'honoraient dans les petites choses, la façon dont ils traitaient les autres, la façon dont ils abordaient leur travail, et la façon dont ils s'accrochaient aux valeurs que David leur avait inculquées. Rosa parlait souvent de l'amour de David pour la vie, de sa passion pour aider les autres et de ses rêves de donner une vie meilleure à sa famille. C'était ce souvenir de lui qu'elle gardait, même au fil des années, même si le monde autour d'elle changeait. Alors que les mois se transformaient en années, Philadelphie elle-même commença à se transformer. Les cicatrices du passé violent de la ville commencèrent lentement à s'estomper, et de nouvelles opportunités émergèrent. Mais pour ceux qui avaient connu David, la douleur de sa perte ferait toujours partie de leur histoire. Sa vie, bien que courte, avait laissé une marque sur le monde qui ne pourrait jamais être effacée. Et ainsi, dans les coins tranquilles de Philadelphie, dans les souvenirs de ceux qui se souvenaient encore de David Martinez, son héritage perdura. L'homme qui avait autrefois rêvé de succès et de famille, qui avait travaillé sans relâche pour atteindre les deux, ne serait jamais oublié. Sa vie avait peut-être été écourtée par un acte de violence insensé, mais son esprit, son dévouement envers ses proches, resterait dans les cœurs de ceux qui l'avaient connu, un témoignage du fait que même face à la tragédie, l'amour et la mémoire pouvaient perdurer. Astérisque récit 3 au matin du 11 septembre 2001, alors que le monde était sur le point de basculer dans le chaos, une autre sorte de tragédie se déroulait dans un quartier tranquille de Chicago. Le corps de Michael Dunn, un courtier immobilier bien connu, fut découvert dans sa luxueuse maison de ville, un endroit qui avait autrefois été un symbole de succès et d'accomplissement. La maison, qui se dressait fièrement au cœur du quartier aisé de la ville, était désormais le théâtre de l'horreur. L'épouse de Michael, Claire, l'avait trouvé tôt le matin à son retour de son jogging, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle ouvrait la porte de leur chambre. Michael gisait immobile, une seule balle dans la poitrine. La police fut appelée immédiatement, et l'enquête commença à se dérouler d'une manière qui s'avérerait bientôt beaucoup plus compliquée que quiconque ne l'avait imaginé au départ. Le choc initial de Claire fut bientôt suivi d'une sorte de torpeur. Les images des événements du 11 septembre, diffusées en continu à la télévision, donnaient un arrière-plan surréaliste à sa propre tragédie personnelle, comme si le monde entier partageait sa douleur, mais d'une manière si vaste qu'elle en devenait dépersonnalisée. Michael avait été un homme aux nombreuses relations, très respecté dans le monde de l'immobilier, avec des liens avec des magnats des affaires et des personnalités influentes de la ville. Sa richesse avait rapidement augmenté au fil des ans, et avec elle ses ambitions. Il avait récemment étendu son activité aux propriétés commerciales haut de gamme, et des rumeurs circulaient selon lesquelles il avait conclu plusieurs accords lucratifs qui le propulseraient dans les rangs de l'élite des magnats immobiliers de Chicago. Il était un bâtisseur, pas seulement de bâtiments, mais d'un empire, et l'architecture de son succès était aussi complexe que les gratte-ciels qu'il vendait. Cependant, le succès de Michael n'était pas venu sans ses complications. Ses proches savaient qu'il avait été un homme de contradiction. D'une part, il était un mari aimant envers Claire, un père dévoué envers leurs deux jeunes enfants, Alex et Sophie, et un philanthrope qui contribuait généreusement à diverses organisations caritatives, une image publique irréprochable. D'autre part, Michael avait la réputation d'être impitoyable en affaires, prêt à tout pour conclure un accord, à franchir des lignes morales que d'autres refusaient de toucher. Cette dualité lui avait valu à la fois admiration et ressentiment, un équilibre précaire entre la lumière et l'ombre. À mesure que l'enquête sur son meurtre progressait, la police réalisa rapidement que les activités commerciales de Michael lui avaient attiré de nombreux ennemis. Mais qui irait jusqu'à l'assassiner? Le détective James O'Connor fut affecté à l'affaire. O'Connor, un détective chevronné d'une quarantaine d'années, avait vu sa part de crimes brutaux, mais quelque chose dans la mort de Michael le mettait mal à l'aise. Il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait plus à l'histoire qu'il n'y paraissait, un réseau de secrets plus profond. Il commença par parler à Claire, qui était dévastée par la perte de son mari. Elle semblait bouleversée, mais aussi composée, comme si elle s'était attendue à ce que quelque chose comme cela se produise, une étrange résignation. « Je ne sais pas qui aurait pu lui faire ça, » dit Claire, sa voix brisée par le chagrin et la confusion. C'était un homme bon, un mari aimant, un père formidable. Nous avions tout, du moins c'est ce que je pensais. La déclaration de Claire était pleine d'émotion, pourtant O'Connor ne pouvait ignorer les subtiles allusions à quelque chose de plus sombre sous la surface. Il y avait une tension dans sa voix, une hésitation lorsqu'elle parlait des affaires de son mari. Les instincts d'O'Connor lui disaient de creuser plus profondément dans la vie professionnelle de Michael, de ne pas se contenter des apparences. Son intuition était juste. Plus il en découvrait, plus le succès de Michael semblait avoir un coût élevé, une dette invisible qu'il rattrapait. Il ne fallut pas longtemps à O'Connor pour apprendre que Michael avait été impliqué dans une dispute acharnée avec son partenaire commercial, Robert Sloan. Sloan était un ancien ami d'université de Michael et l'avait aidé à bâtir son empire immobilier. Cependant, au cours des derniers mois, leur relation s'était détériorée, érodée par là.
Tension et la concurrence. Des sources proches des deux hommes révélèrent qu'ils s'étaient disputés au sujet d'un accord de plusieurs millions de dollars impliquant l'achat d'un gratte-ciel du centre-ville. Michael avait fait pression pour une acquisition à haut risque qui promettait des récompenses substantielles, tandis que Sloan prenait des investissements plus conservateurs, une divergence de philosophie qui avait viré à la discorde personnelle. Leur désaccord était devenu public, des rumeurs circulant selon lesquelles Michael tentait secrètement de racheter la part de Sloan dans l'entreprise dans son dos, une trahison silencieuse qui avait fait gronder la colère de Sloan. Le détective O'Connor découvrit également que Robert Sloan avait un passé d'accès de violence. Plusieurs employés avaient rapporté avoir été témoins de disputes houleuses entre lui et Michael dans les semaines précédant le meurtre. Certains affirmaient même que Sloan avait menacé de ruiner Michael s'il menait l'affaire à terme, des menaces proférées sous le coup de la colère et du désespoir. O'Connor savait que Sloan avait le mobile, mais avait-il les moyens? La question planait, lourde de sous-entendus. Alors que l'enquête se poursuivait, de plus amples informations furent révélées. Il s'avéra que Michael avait été impliqué dans plusieurs pratiques commerciales louches au fil des ans. L'un de ses accords les plus lucratifs avait été l'achat d'un bâtiment auprès d'un syndicat du crime notoire, qui avait longtemps fait l'objet d'une enquête du FBI. La transaction avait soulevé plusieurs drapeaux rouges, beaucoup se demandant si Michael avait sciemment facilité le blanchiment d'argent pour le syndicat. Bien que le FBI n'ait jamais pu monter un dossier suffisamment solide contre lui, les soupçons persistaient, une ombre persistante sur sa réputation. O'Connor commença à se demander si la mort de Michael était le résultat d'un accord commercial qui avait mal tourné, une conséquence inévitable d'avoir joué avec le feu. Mais plus il creusait dans le passé de Sloan, plus il commençait à se demander si Robert était le seul coupable. Y avait-il une figure plus sinistre impliquée, quelqu'un avec un plus grand intérêt dans la chute de Michael? Puis O'Connor reçut un tuyau inattendu d'une source anonyme. L'appelant affirmait avoir été témoin d'une dispute houleuse entre Michael et une femme, qui avait eu lieu quelques jours seulement avant le meurtre. La femme était apparemment une cadre supérieure de l'une des sociétés immobilières de Michael, quelqu'un qui avait été impliqué dans les transactions louches entourant l'acquisition du gratte-ciel. Son nom était Emily Carter. Emily était avec Michael depuis plusieurs années, mais l'enquête d'O'Connor révéla que leur relation n'avait pas été entièrement professionnelle. Il semblait qu'Emily et Michael étaient devenus romantiquement impliqués, bien qu'aucun des deux n'en ait parlé ouvertement. La source révéla que la dispute entre eux avait été une question d'argent. Emily était en colère parce que Michael lui avait promis un paiement substantiel pour son rôle dans l'accord, mais lorsque l'accord avait échoué, il s'était retiré de l'accord, la laissant sans la compensation qu'elle attendait. O'Connor décida de convoquer Emily pour un interrogatoire. Elle était calme et sereine lorsqu'elle arriva au poste, son apparence soignée ne trahissant aucun signe de la tourmente qui avait conduit au meurtre. Au début, elle nia toute implication, insistant sur le fait qu'elle n'avait rien à voir avec la mort de Michael. Cependant, à mesure que l'interrogatoire se poursuivait, l'histoire d'Emily commença à s'effilocher, chaque mensonge révélant une vérité plus sombre. Elle admit sa relation amoureuse avec Michael et reconnut qu'ils s'étaient disputés au sujet de l'accord avorté. Lorsqu'O'Connor la pressa davantage, elle craqua et avoua, les larmes coulant sur son visage, une façade brisée. Emily expliqua qu'elle avait été consumée par la cupidité et la frustration lorsqu'elle avait réalisé que Michael n'avait aucune intention de la payer pour son travail. Elle avait travaillé sans relâche pour que l'accord sur le gratte-ciel aboutisse, pour que Michael revienne sur leur accord à la dernière minute. Emily affirma qu'elle l'avait confronté dans un accès de rage, mais elle nia avoir eu l'intention de le tuer. C'était Robert Sloan, dit-elle, qui l'avait poussé à franchir le pas. Selon Emily, Sloan avait découvert sa dispute avec Michael et lui avait proposé de l'aider à se venger. Il lui avait promis que s'il tuait Michael, il pourrait partager sa fortune et prendre le contrôle de l'empire immobilier. Sloan était en colère contre Michael pour avoir essayé de l'écarter de l'entreprise, et il y avait vu une opportunité d'obtenir enfin ce qu'il voulait. Emily affirma qu'elle et Sloan avaient planifié le meurtre ensemble, Emily attirant Michael dans sa maison de ville sous prétexte de discuter affaires. Une fois à l'intérieur, Sloan l'avait abattu, et ils avaient mis en scène la scène pour faire croire à un vol qui avait mal tourné, une mise en scène macabre pour masquer leur trahison. La confession était glaçante. Emily et Sloan avaient tous deux été motivés par la cupidité et la trahison, chacun prêt à prendre une vie pour satisfaire ses désirs. Ils s'étaient utilisés mutuellement, s'étaient manipulés mutuellement, et finalement avaient détruit la vie d'un homme qui leur avait autrefois fait confiance à tous les deux. Alors qu'Emily et Sloan étaient arrêtés et inculpés du meurtre de Michael, l'enquête sur les activités commerciales de Michael se poursuivit. La révélation de leur implication dans les opérations de syndicats du crime et les stratagèmes de blanchiment d'argent ajouta encore à la complexité de l'affaire. Il devint clair que Michael n'avait pas seulement été une victime de trahison, mais qu'il avait également été complice d'activités illégales qui en avaient fait une cible pour de nombreux. Sa mort, bien que tragique, était un rappel brutal des sombres courants qui traversaient le monde des affaires à enjeux élevés, où la loyauté était éphémère et où la cupidité pouvait facilement consumer les personnes impliquées.
Bien que justice ait été rendue, la tragédie de la mort de Michael Dunn persista dans le cœur de ceux qui l'avaient connu. Sa famille, en particulier Claire, fut laissée à ramasser les morceaux de leur vie brisée. Les enfants de Michael grandirent sans leur père, à jamais marqués par la fin violente de sa vie. Dans les années qui suivirent, l'empire immobilier que Michael avait bâti s'écroula lentement, ses partenaires et associés se distançant du scandale. L'héritage de son succès fut entaché par la façon dont il était mort, trahi par ses plus proches collaborateurs dans un monde où le pouvoir, l'argent et la tromperie régnaient en maître. Alors que l'affaire contre Emily Carter et Robert Sloan progressait, la vérité derrière la mort de Michael commença à se dévoiler davantage. Les audiences du tribunal, remplies de témoignages de ceux qui avaient connu Michael et les deux auteurs, dressèrent un tableau saisissant d'un homme pris dans une toile d'ambition, de cupidité et de trahison. L'arrestation d'Emily et Sloan avait envoyé des ondes de choc à travers la communauté immobilière, une communauté qui avait autrefois admiré Michael pour ses succès, mais qui le voyait maintenant comme une victime de sa propre hubris. Le procès fut un spectacle, attirant l'attention des médias locaux et du monde des affaires. Les journalistes envahirent le palais de justice, avides de tout nouveau détail qui pourrait émerger sur la vie de Michael, ses affaires et les événements ayant conduit à sa mort tragique. Claire, qui avait été contrainte de revivre les chapitres les plus douloureux de sa vie devant le public, devint un symbole réticent du traumatisme que le meurtre avait causé. Elle n'eut d'autre choix que d'endurer la surveillance, d'écouter le procureur et l'avocat de la défense disséquer le caractère de son défunt mari, ses activités commerciales et ses relations personnelles. Son témoignage fut déchirant, alors qu'elle parlait de l'homme qu'elle avait aimé, du père de ses enfants et du mari en qui elle avait autrefois cru. Elle parla de son ambition, qui l'avait poussée à atteindre un grand succès, mais aussi du côté plus sombre de cette ambition, comment elle l'avait aliéné de sa famille, comment elle avait créé des tensions avec ses collègues et amis. La voix de Claire trembla alors qu'elle se souvenait des disputes qu'ils avaient eues dans les mois précédant le meurtre de Michael. Elle se souvenait de son obsession pour les affaires, des nuits passées loin de chez eux et de la façon dont ils s'étaient retirés de leur relation. Pourtant, elle insista sur le fait qu'elle n'avait jamais imaginé que ces affaires lui coûteraient finalement la vie. Alors que le témoignage de Claire dépeignait Michael comme une figure complexe, le dossier de l'accusation se concentrait sur la trahison et la froideur calculée de ses tueurs. Ils firent venir des experts pour témoigner de la nature du crime, de la planification qui avait été mise en œuvre pour le meurtre de Michael. Les preuves contre Emily et Sloan étaient accablantes. L'analyse médico-légale confirma que l'arme utilisée pour tuer Michael était enregistrée au nom de Sloan, qui n'avait aucune explication quant à la façon dont elle s'était retrouvée sur les lieux. Des images de surveillance des caméras à proximité montraient Emily quittant la maison de ville peu après le meurtre. Les horodatage correspondaient à la chronologie des événements. L'équipe de défense de Sloan tenta de faire valoir qu'Emily avait agi seule, affirmant qu'elle était le cerveau du meurtre et qu'elle avait manipulé Sloan pour qu'il l'aide. Mais les preuves racontaient une histoire différente. Des témoins confirmèrent le comportement violent de Sloan dans les semaines précédant la mort de Michael, et les relevés téléphoniques révélèrent de multiples conversations entre lui et Emily dans les jours précédant le meurtre. Les deux étaient en contact constant, travaillant ensemble pour planifier le meurtre. Malgré leur tentative de rejeter la faute, le jury déclara Emily et Sloan coupables de meurtre au premier degré. La sentence fut rapide, et les deux furent condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge, dans ses remarques finales, exprima la gravité du crime, la façon dont Emily et Sloan s'étaient retournés contre quelqu'un qui leur avait autrefois fait confiance, utilisant leur propre cupidité et leur sentiment d'impunité pour justifier le meurtre brutal d'un homme qui n'avait rien fait pour le mériter. La frénésie médiatique entourant le procès s'estompa progressivement, mais les conséquences du meurtre de Michael continuèrent de se répercuter sur la communauté des affaires de Chicago. Ses anciens partenaires, associés et amis furent laissés à ramasser les morceaux de leur propre réputation brisée. Certains s'étaient distancés de Michael bien avant sa mort, sentant que ces transactions devenaient de plus en plus risquées. D'autres, cependant, l'avaient soutenu jusqu'à la fin, pour découvrir que leur confiance avait été mal placée. L'une des conséquences les plus importantes du procès fut le regard critique qu'il posa sur le monde des affaires immobilières à enjeux élevés. L'affaire mit en lumière le côté obscur de l'industrie, des accords conclus dans le secret, des alliances fondées sur l'intérêt personnel et un environnement impitoyable où les gens étaient prêts à se trahir les uns les autres pour l'argent et le pouvoir. Michael Dunn, autrefois salué comme un entrepreneur à succès, était devenu un symbole des dangers de l'ambition démesurée, de la façon dont la poursuite du succès pouvait facilement devenir un piège. Pour Claire, les suites du procès furent presque aussi douloureuses que le meurtre lui-même. Dans les années qui suivirent, elle lutta pour reconstruire sa vie. Elle resta dans la maison de ville, bien qu'elle ait perdu la chaleur et le sentiment de sécurité qu'elle avait autrefois. Elle était devenue une sorte de mausolée, un rappel constant de l'homme qu'elle avait aimé et de la façon brutale dont il lui avait été enlevé. Claire essaya d'avancer, se concentrant sur l'éducation de ses enfants et le maintien de la mémoire de Michael en vie. Mais les cicatrices de sa mort ne guérirent jamais vraiment.
Leurs enfants, Alex et Sophie, grandirent dans un monde à jamais altéré par le meurtre de leur père. Alex, qui n'avait que 9 ans au moment du meurtre, eut du mal à concilier l'homme qu'il avait connu avec l'homme qui avait été impliqué dans un crime aussi violent. Il était trop jeune pour comprendre les complexités des affaires de son père, mais en grandissant, il commença à en apprendre davantage sur les accords et les secrets qui avaient entouré la vie de Michael. Sophie, plus jeune qu'Alex, lutta à sa manière contre cette perte. Elle avait peu de souvenirs de son père, mais la douleur de son absence pesait lourdement sur elle alors qu'elle traversait son adolescence. Avec le temps, Claire déménagea de la maison de ville, incapable de supporter le poids des souvenirs qu'elle contenait. Elle vendit la propriété et s'installa dans une maison plus petite, loin de la vie qu'elle avait autrefois partagée avec Michael. L'entreprise dont elle faisait autrefois partie s'effondra également après sa mort, les scandales entourant son meurtre et les questions sur ses agissements illégaux devenant trop lourds à ignorer pour quiconque. De nombreux anciens clients et partenaires de Michael se distancèrent des retombées, laissant l'empire qu'il avait tant travaillé à bâtir en ruine. Dans les années qui suivirent le procès, Emily et Sloane s'adaptèrent toutes deux à la vie en prison. Emily, malgré son rôle dans le meurtre, se fit connaître des autres détenus pour son intelligence et son charisme. Elle s'établit rapidement comme quelqu'un avec qui il fallait compter, bien que son sentiment de culpabilité semblât s'alourdir chaque année. Sloane, en revanche, eut du mal à s'adapter à son séjour derrière les barreaux. Il n'avait jamais entièrement accepté son rôle dans le meurtre et essayait souvent de justifier ses actes, bien que ses tentatives d'explication fussent accueillies avec mépris par les autres détenus. L'amertume qui l'avait poussé à tuer Michael ne le quitta jamais vraiment, et elle le consumait autant en prison qu'elle l'avait fait dans le monde extérieur. L'héritage de la mort de Michael perdura dans la vie de ceux qui en avaient été touchés. Sa famille, les personnes qui lui avaient été les plus proches, n'oublieraient jamais la vie qui avait été enlevée si violemment. Sa mort, bien que tragique, fut un avertissement pour d'autres dans le monde des affaires, un rappel des dangers de l'ambition démesurée, des conséquences de la trahison et de la façon dont la cupidité pouvait détruire des vies. Bien que Michael ait été un homme de richesse et de succès, sa vie avait été un équilibre précaire entre le personnel et le professionnel. Il avait bâti un empire, mais au final, ce furent les choix qu'il fit, les personnes en qui il avait confiance et l'obscurité qui résidait en ceux qu'il appelait autrefois amis qui menèrent à sa perte. Son histoire, un conte d'ambition et de trahison, résonnerait dans les salles d'audience et les conseils d'administration, un sombre rappel du prix du succès à tout prix. Au fil des années, le meurtre de Michael Dunn disparut des premières pages des journaux, mais son héritage persista dans les couloirs de l'élite des affaires de Chicago. L'industrie immobilière, autrefois florissante avec la promesse d'affaires lucratives, avait été ébranlée par le scandale entourant la mort de Michael. Des murmures circulaient à propos du monde impitoyable dans lequel Michael avait prospéré. Le scandale de son meurtre jeta une longue ombre, soulevant des questions sur les limites éthiques de l'ambition, de la richesse et du pouvoir. L'empire de Michael, bâti sur des accords qui franchissaient les lignes morales, s'écroula, mais le récit de sa fin tragique continua de résonner, particulièrement auprès de ceux qui l'avaient connu personnellement. L'une des personnes les plus affectées par la mort de Michael fut son associé de longue date, Harold Manning. Harold avait travaillé aux côtés de Michael pendant plus d'une décennie, et leur partenariat avait été essentiel à l'expansion de l'entreprise de Michael. Contrairement à beaucoup d'autres qui se sont distancés de Michael après le meurtre, Harold est resté quelque peu loyal, bien qu'à contre-cœur. Il ressentait un profond sentiment de trahison, sachant que son ami proche et partenaire commercial avait été trompé par les personnes mêmes en qui il avait eu confiance. Pourtant, il luttait également avec la connaissance que lui aussi avait bénéficié des méthodes souvent peu scrupuleuses de Michael. Après le procès et la condamnation d'Emily et Sloane, Harold tenta de ramasser les morceaux de ce qui avait autrefois été une entreprise florissante. Mais la stigmatisation des transactions criminelles de Michael et la fin tragique de sa vie rendirent presque impossible le sauvetage de l'entreprise. Les partenaires restants d'Harold voulurent se retirer, et les investisseurs retirèrent leur argent, ne voulant pas être associés à l'héritage entaché de Michael. Lentement, Harold vit l'entreprise qu'il avait aidé à bâtir tomber en désarroi, sa réputation définitivement ternie par les événements entourant le meurtre de Michael. Il commença à se demander si la vie qu'il s'était construite valait vraiment le prix, et il luttait avec sa propre complicité dans le côté obscur des affaires. Alors qu'Harold s'éloignait davantage des décombres de sa vie professionnelle, Claire Dunn luttait également pour reconstruire l'avenir de sa famille. Elle avait toujours été la présence stable dans la vie de Michael, celle qui avait gardé la famille ancrée pendant qu'il poursuivait ses ambitions. Pourtant, elle se retrouvait maintenant à mener une bataille entièrement différente, non pas contre le monde des affaires ou les personnes impitoyables qui avaient autrefois été les amis de Michael, mais contre son propre chagrin. Elle avait perdu l'homme qu'elle avait aimé, le père de ses enfants, et la vie qu'ils avaient autrefois partagée. Les retombées financières de la mort de Michael l'avaient laissé dans une situation précaire, l'avenir des enfants incertain et leurs économies pour l'université s'évaporant à la suite du scandale public. Dans les premières années suivant le meurtre, Claire resta à l'écart du public. Elle refusa la plupart des interviews, rejetant même des offres de livres qui auraient relaté son histoire.
Au lieu de cela, elle se concentra sur l'éducation d'Alex et Sophie, faisant de son mieux pour les protéger de la dure réalité des actions de leur père. Claire se retrouva souvent à devoir expliquer les complications des affaires de Michael aux enfants. Leur père avait été un héros, un homme qui travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille. La vérité, Claire le savait, était bien plus complexe, et pourtant elle ne pouvait se résoudre à briser leurs souvenirs idéalisés de leur père, pas quand le monde leur avait déjà tant pris. Alors que les années se transformèrent en une décennie, Alex et Sophie commencèrent à développer leur propre sens de l'identité, séparés de l'ombre de l'héritage de leur père. Alex, qui avait 10 ans au moment du meurtre de Michael, choisit d'étudier le droit. Il voulait comprendre le système de justice pénale, les complexités du comportement humain et les motivations derrière les actions. Sa poursuite d'une carrière juridique était en partie un moyen de donner un sens à la tragédie qui avait entaché son enfance. Pourtant, c'était aussi un moyen d'atteindre quelque chose que son père n'avait jamais pleinement atteint, la paix. Alex voulait poursuivre la justice, non seulement pour le meurtre de Michael, mais pour toutes les victimes qui avaient été affectées par les actions impitoyables de personnes comme Emily et Sloane. Sophie, plus jeune qu'Alex, lutta avec ses souvenirs de Michael. Elle n'avait que 6 ans lorsqu'il fut assassiné, et ses souvenirs de son père étaient vagues. Ce dont elle se souvenait le plus était le trou béant que sa mort avait laissé dans leur foyer. Elle se sentit attirée par le monde de l'art, utilisant la peinture et la sculpture pour exprimer les émotions qu'elle ne pouvait verbaliser. Son travail dépeignait souvent des thèmes de perte et de trahison, et elle explorait l'obscurité qui avait obscurci la vie de son père. L'art de Sophie devint une forme de thérapie, un moyen pour elle de traiter les émotions qu'elle avait enfouies si longtemps. C'était sa façon de retrouver un semblant de contrôle sur le récit de son enfance, un récit qui avait été éclipsé par la fin tragique de son père. Pendant ce temps, Claire luttait avec les choix qui l'attendaient. Le passage du temps n'avait pas atténué la douleur de la perte de Michael. Elle avait passé des années à reconstituer les restes brisés de sa vie, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il manquait toujours quelque chose. Elle avait essayé de combler le vide avec de nouvelles relations, mais rien ne semblait se comparer à la vie qu'elle avait autrefois eue. Ses souvenirs de Michael, bons et mauvais, s'accrochaient à elle comme une seconde peau. Parfois, elle entendait encore les échos de leurs disputes, les mots durs prononcés sous le coup de la frustration, ou les moments de calme où ils avaient partagé des espoirs pour l'avenir. Dans le silence de la nuit, quand la maison était calme, elle se retrouvait souvent à tendre la main vers une vie qui n'était plus là. Pendant des années, Claire évita toute mention publique de Michael. Le monde s'était retourné contre lui, et elle s'était repliée sur elle-même, déterminée à protéger ses enfants de l'examen minutieux de la réputation de leur père. Pourtant, au fil des années, elle commença à trouver la paix dans les petits moments de la vie, les rires discrets de ses enfants, la chaleur d'une nouvelle famille qu'elle avait commencé à construire. Claire réalisa que si les actions de Michael avaient à jamais changé leur vie, elle pouvait toujours se tracer un chemin pour elle-même et ses enfants. Elle avait appris à pardonner, bien qu'elle n'oublierait jamais la douleur et la perte qui avaient défini une si grande partie de sa vie. L'héritage de la mort de Michael perdura dans la ville de Chicago, une histoire d'ambition qui tourne mal, de trahison et de meurtre dans un monde où le pouvoir et la cupidité éclipsaient souvent la responsabilité morale. Pourtant, la vie de ceux qui lui avaient été les plus proches avait continué, marquée mais plus fort d'avoir survécu aux conséquences. Alex et Sophie, bien qu'ils n'oublient jamais leur père, avaient trouvé leur propre moyen de faire face à l'héritage qu'il avait laissé. Quant aux coupables, Emily et Sloane purgèrent leur peine, vivant leurs jours derrière les barreaux. Leurs avenirs autrefois prometteurs avaient été consumés par les décisions qu'ils prirent sous le coup de leur désir de richesse et de pouvoir. Ils avaient été motivés par la cupidité, mais en fin de compte, ce furent leurs propres tendances autodestructrices qui avaient scellé leur destin. Leurs actions avaient à jamais altéré la vie de la famille Dunn, mais le temps avait le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes. Claire, Alex et Sophie ne l'oublieraient peut-être jamais le chapitre sombre de leur vie, mais ils avaient appris à reconstruire, pièce par pièce. Et ainsi, l'histoire de Michael Dunn prit fin, un sombre rappel des dangers de l'ambition démesurée et de la nature fragile de la confiance. Son héritage, cependant, continuerait de résonner à travers la vie de sa famille, qui avait trouvé un moyen de survivre à l'obscurité et d'avancer vers la lumière. Récit 4 l'année 2002 commença par une découverte glaçante dans le quartier résidentiel tranquille de Westfield, une petite ville nichée juste à l'extérieur de Chicago. Le corps de Nathaniel Hayes, un homme d'affaires proéminent de 42 ans, fut retrouvé dans sa maison haut de gamme le matin du 14 janvier. La scène était brutale, une vie violemment écourtée, et à mesure que les enquêteurs arrivaient sur les lieux, ils réalisèrent rapidement qu'il ne s'agissait pas d'un homicide ordinaire. Il était clair que la mort de Nathaniel n'était pas un accident. La question, cependant, était, qui aurait pu avoir le mobile de mettre fin à une vie aussi prospère, et pourquoi ? L'atmosphère d'hiver, habituellement paisible, était brisée par le déploiement des forces de l'ordre, une toile de fond surréaliste pour la violence qui s'était déroulée. Nathaniel Hayes s'était fait un nom dans le monde de la construction au fil des ans.
Son entreprise était passée d'une modeste start-up à l'une des principales entreprises de construction du Midwest. Il avait la réputation d'avoir un esprit vif et une capacité à conclure des accords qui le rendaient à la fois riche et influent. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme ambitieux, motivé et méticuleux dans tous les aspects de son travail, un homme qui ne laissait rien au hasard. Cependant, ces mêmes qualités lui avaient valu des ennemis. À mesure que la fortune de Nathaniel augmentait, le nombre de personnes qui se retrouvaient du mauvais côté de ses affaires augmentait également. C'était un secret de polichinelle dans l'industrie que Nathaniel avait tendance à écraser les autres pour avancer, et dans certains cas, il avait ruiné des carrières d'une seule décision, laissant derrière lui une traînée d'amertume et de revanche. Les premiers officiers à arriver au domicile de Nathaniel trouvèrent une scène macabre. Son corps fut découvert dans le salon, étalé sur le sol près d'une grande baie vitrée donnant sur le vaste jardin. La victime semblait avoir été abattue de plusieurs balles, le sang éclaboussant le sol et les meubles. Il n'y avait aucun signe d'effraction, et rien ne semblait avoir été volé dans la maison. La porte d'entrée avait été laissée entr'ouverte, ce qui semblait inhabituel étant donné la nature prudente de Nathaniel, un détail qui intrigue les enquêteurs. L'évaluation initiale suggéra que le tueur était quelqu'un de familier à Nathaniel, quelqu'un qui connaissait ses routines et ses mouvements, quelqu'un qui avait été accueilli ou qui avait eu un accès facile. La détective Jennifer Brooks, l'enquêtrice principale de l'affaire, commença immédiatement son examen de la scène de crime. Elle nota l'absence de tout signe de lutte, ce qui suggérait que Nathaniel avait été pris au dépourvu ou connaissait son agresseur. Il n'y avait aucune indication de vol, et le coffre-fort dans le bureau de Nathaniel était intact. La détective Brooks spécula qu'il s'agissait probablement d'une affaire personnelle, un crime motivé par les émotions plutôt que par un mobile financier. Le silence lourd de la maison, brisé seulement par le crépitement des radios des policiers, ajoutait à l'atmosphère de mystère. La première piste vint d'un appel téléphonique passé par Nathaniel quelques heures seulement avant sa mort. Un voisin, resté éveillé tard à regarder la télévision, rapporta avoir vu le SUV noir de Nathaniel garé devant sa maison vers minuit. Il était inhabituel pour Nathaniel de rester dehors si tard, et encore plus inhabituel pour lui de laisser sa voiture garée à un endroit aussi visible. Le voisin avait remarqué un homme debout près du véhicule, parlant à Nathaniel à travers la vitre de la voiture. Il semblait avoir une discussion animée, bien que le voisin n'ait pas pu distinguer les mots. L'homme était décrit comme grand, avec des cheveux courts et foncés, portant une veste en cuir. Il avait quitté les lieux aussi rapidement qu'il était arrivé, disparaissant dans la nuit, un spectre fugace dans le froid de l'hiver. La description de l'homme correspondait à celle de Daniel Pierce, un ancien employé de l'entreprise de construction de Nathaniel. Daniel avait été licencié plusieurs mois plus tôt après une dispute houleuse concernant un projet qui avait dépassé le budget. Le projet avait été très médiatisé, et les retombées de son échec avaient coûté des millions à Nathaniel, non seulement en argent, mais aussi en réputation. Daniel avait accusé Nathaniel de mauvaise gestion des fonds et l'avait blâmé pour l'effondrement du projet. Leur relation s'était rapidement détériorée, et Daniel avait été renvoyé, mais non. Sans une lutte acharnée, il avait menacé de ruiner la réputation de Nathaniel, affirmant qu'il exposerait les pratiques commerciales contraires à l'éthique de Nathaniel. La détective Brooks lança immédiatement un mandat d'arrêt contre Daniel Pierce. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Daniel avait un mobile clair, la vengeance, et il avait été vu à proximité du domicile de Nathaniel peu avant le meurtre. Mais lorsque les détectives visitèrent son appartement, ils le trouvèrent vide. Daniel s'était évaporé, laissant derrière lui une sensation de fuite et de culpabilité. Alors que la recherche de Daniel se poursuivait, l'enquête révéla des détails plus troublants sur la vie personnelle de Nathaniel. Des entretiens avec ses proches révélèrent que s'il avait bâti un empire, il l'avait fait au détriment de ses relations. Il avait peu de vrais amis et était connu pour ses tactiques impitoyables dans les affaires comme dans les relations personnelles. Plusieurs anciens collègues témoignèrent que Nathaniel avait autrefois promis de les aider à bâtir leur carrière, pour les abandonner lorsque leur succès menaçait le sien. La réputation de Nathaniel dans l'industrie de la construction était celle d'une ambition impitoyable et d'une manipulation sans scrupules, et beaucoup de ceux qui avaient croisé son chemin étaient restés amers, des âmes blessées par son passage. L'enquête découvrit également une série d'emails secrets échangés entre Nathaniel et plusieurs hauts fonctionnaires du gouvernement local. Ces emails contenaient des références à des permis de zonage douteux, à des accords sous la table et à des négociations secrètes sur des projets de développement foncier, peignant un tableau de corruption systémique. Les emails suggéraient que Nathaniel avait été impliqué dans la corruption de fonctionnaires de la ville pour obtenir des contrats de construction. Plusieurs des fonctionnaires nommés dans la correspondance furent interrogés, mais aucun ne fut trouvé directement impliqué dans le meurtre, ce qui laissait planer un doute sur l'ampleur de la conspiration. Malgré les preuves accablantes contre Daniel Pierce, la détective Brooks n'était pas convaincue qu'il était le seul coupable. Si Daniel avait le mobile, la méthode du meurtre ne semblait pas correspondre à son caractère. Les tirs de style exécution, tirés dans la poitrine de Nathaniel, semblaient trop précis, trop froids, trop professionnels.
La détective Brooks ne pouvait se défaire du sentiment que quelqu'un d'autre était impliqué, quelqu'un avec un esprit plus calculateur, quelqu'un qui avait été prêt à travailler avec Daniel pour faire tomber Nathaniel, un véritable marionnettiste derrière les ficelles. Une percée survint lorsque les enquêteurs médico-légaux découvrirent une empreinte digitale partielle sur la poignée de l'arme utilisée lors du meurtre. L'empreinte ne correspondait pas à celle de Daniel Pierce, mais elle correspondait à celle de Robert Dillard, un riche investisseur qui avait été impliqué dans certains des projets récents de Nathaniel. Robert était apparu en arrière-plan de l'affaire depuis le début, un acteur silencieux dans le monde à enjeux élevés de l'immobilier. Il avait été l'un des principaux bailleurs de fonds de Nathaniel, mais leur relation s'était détériorée au fil du temps. Robert était devenu frustré par l'incapacité de Nathaniel à tenir ses promesses et avait commencé à prendre ses distances avec lui. La rumeur voulait que Robert ait investi massivement dans un projet que Nathaniel avait ensuite mal géré, entraînant une perte financière substantielle pour Robert. Lorsque les détectives interrogèrent Robert, ils apprirent qu'il avait rencontré Daniel Pierce quelques jours seulement avant le meurtre. Leur conversation avait porté sur les pratiques commerciales de Nathaniel et la frustration croissante qu'ils ressentaient tous deux à son égard. Robert avait affirmé que lui et Daniel n'avaient discuté que de la possibilité d'engager des poursuites judiciaires contre Nathaniel, mais les détectives découvrirent rapidement que leur réunion avait été plus que de simples négociations commerciales. Robert cherchait un moyen de récupérer ses pertes, et Daniel était prêt à tout pour se venger. Il devint clair que Robert et Daniel avaient fait équipe pour orchestrer la mort de Nathaniel. Daniel, motivé par une vendetta personnelle, et Robert, motivé par la ruine financière, avaient tous deux comploté le meurtre de sang-froid. Daniel avait agi en tant qu'exécuteur, mais Robert avait fourni les ressources et la planification, le cerveau derrière le bras armé. Ensemble, ils avaient fait tomber un homme qui avait autrefois été au sommet de son art, mais dont la chute était le fruit de ses propres machinations. Le 27 janvier 2002, Robert Dillard et Daniel Pierce furent arrêtés lors d'une opération conjointe menée par la police locale. Les deux furent inculpés du meurtre de Nathaniel Hayes, et l'affaire fut portée devant les tribunaux. L'accusation présenta un dossier convaincant, exposant les détails de la conspiration entre Daniel et Robert, et les preuves étaient accablantes. Le mobile était clair, vengeance et cupidité, et la froideur calculée derrière le meurtre en fit l'une des affaires les plus glaçantes que la détective Brooks ait jamais rencontrées. Le procès dura plusieurs mois, les deux hommes tentant de rejeter la faute et de nier leur implication. L'équipe de défense de Daniel argua qu'il avait été manipulé par Robert, affirmant qu'il avait agi par un sens de loyauté mal placé. Robert, en revanche, tenta de se distancier de Daniel, affirmant qu'il l'avait seulement rencontré par désir de discuter d'affaires, et non de comploter un meurtre. Mais le jury ne fut pas convaincu, et les deux hommes furent reconnus coupables de meurtre au premier degré. Ils furent condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le meurtre de Nathaniel Hayes secoua la communauté des affaires locales, laissant une cicatrice qui mettrait des années à guérir. Sa mort, bien que tragique, servit également de rappel brutal des dangers liés à l'ambition démesurée et des mesures que les gens prenaient pour protéger leur richesse et leur pouvoir. Pour ceux qui avaient autrefois admiré le succès de Nathaniel, l'affaire fut un conte moral sur la façon dont la cupidité et la trahison pouvaient détruire même les figures les plus apparemment intouchables. À mesure que le procès se terminait et que Daniel Pierce et Robert Dillard étaient tous deux condamnés à la prison à perpétuité, les répercussions du meurtre de Nathaniel Hayes continuèrent de résonner dans la communauté. L'histoire, initialement perçue comme une vendetta personnelle, était devenue un commentaire plus large sur le côté obscur de l'ambition, de la richesse et du pouvoir. Pour beaucoup, le meurtre avait ouvert une fenêtre sur le monde impitoyable de l'immobilier à enjeux élevés et des transactions commerciales, où la loyauté était un concept fragile et où les alliances étaient forgées et brisées dans la poursuite du gain financier. Le meurtre de Nathaniel Hayes était un rappel que derrière chaque succès, il pouvait y avoir des ennemis en embuscade, des gens qui avaient été blessés ou laissés pour compte dans le sillage de l'ascension impitoyable de quelqu'un d'autre. Dans les suites, la communauté des affaires de Westfield fut à jamais altérée. De nombreux anciens associés de Nathaniel, autrefois désireux de s'aligner sur son empire florissant, se sont maintenant distancés de son nom et de son héritage. Plusieurs projets en cours furent suspendus alors que les investisseurs s'efforçaient d'évaluer les implications à long terme des liens criminels de Nathaniel. Ceux qui avaient autrefois chanté les louanges de Nathaniel furent désormais confrontés à des conversations gênantes avec des clients, des investisseurs et des collègues. Certains tentèrent de minimiser leurs liens passés avec l'homme qui avait autrefois été un symbole de succès, tandis que d'autres critiquèrent ouvertement la façon dont Nathaniel avait géré ses affaires, se distanciant des aspects les plus contraires à l'éthique de son travail. Pourtant, malgré la chute de l'empire de Nathaniel et le ternissement de sa réputation, il y avait ceux qui se souvenaient encore de l'homme différemment. Pour certains, la mort de Nathaniel fut une perte tragique. Ses premiers travaux avaient contribué à façonner la silhouette de Westfield et son entreprise avait employé des centaines de personnes. Pour eux, Nathaniel n'était pas seulement un méchant ou un homme d'affaires impitoyable, mais quelqu'un qui avait laissé une marque indélébile sur le paysage de leur ville.
Sa mort prématurée souleva des questions sur la nature du succès et le coût auquel il était obtenu. Valait-il la peine de gravir les échelons de l'entreprise, de sacrifier les relations et l'intégrité juste pour accumuler richesse et pouvoir? Le meurtre de Nathaniel était devenu une conversation philosophique parmi les habitants, un débat qui continuerait de couver longtemps après le procès. Pour Claire Hayes, la veuve de Nathaniel, la condamnation de Daniel et Robert apporta peu de réconfort. Le sentiment de clôture que beaucoup espéraient accompagner le procès ne se matérialisa jamais pour elle. Malgré le fait de savoir qui était responsable de la mort de son mari, elle se retrouva piégée dans un réseau d'émotions contradictoires. D'une part, elle était soulagée de voir la justice rendue, mais d'autre part, elle fut laissée à gérer la réalisation que l'homme qu'elle avait épousé, son partenaire, le père de ses enfants, avait mené une double vie, bien plus sombre et dangereuse qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Son chagrin fut aggravé par la connaissance que l'héritage de Nathaniel était à jamais entaché par la manière violente dont il lui avait été enlevé, ainsi qu'à leurs enfants. Claire passa d'innombrables heures à réfléchir à sa vie avec Nathaniel, essayant de concilier l'homme qu'elle avait aimé avec l'homme qui en avait trahi tant. Elle ne pouvait nier que Nathaniel avait été charmant, persuasif et même attentionné par moments. Mais elle dut aussi affronter l'indéniable vérité qu'il s'était fait d'innombrables ennemis. Elle commença à se demander si elle l'avait vraiment connu du tout. Avait-elle été si aveuglée par son succès et son ambition qu'elle avait ignoré les aspects les plus sombres de sa personnalité? La prise de conscience qu'elle avait été complice en négligeant les défauts de Nathaniel, se concentrant plutôt sur ses réalisations et leur vie confortable, devint un lourd fardeau qu'elle luttait pour porter. Leurs enfants, Alex et Sophie, durent eux aussi ramasser les morceaux de leur monde brisé. Alex, qui avait 18 ans au moment du meurtre de son père, se retrouva contraint d'assumer le rôle de protecteur de sa sœur cadette. Le poids émotionnel de la mort de son père fut difficile à comprendre pour lui, surtout avec la connaissance que les actions de son père avaient conduit à sa propre perte. Le meurtre l'avait privé de la chance d'avoir une relation significative avec Nathaniel, et les sentiments de colère et de ressentiment d'Alex commencèrent à remonter à la surface. Il en voulait au fait que sa famille avait été entraînée dans le cirque médiatique entourant le procès, avec des journalistes campant devant leur maison et demandant incessamment des commentaires. Malgré ses meilleurs efforts pour rester composé, Alex se retrouvait souvent perdu dans ses pensées, aux prises avec la dualité de ses émotions, l'amour pour le père qu'il avait connu et la haine pour l'homme qui avait détruit l'avenir de sa famille. Sophie, en revanche, lutta en silence. À seulement 14 ans, elle était trop jeune pour saisir pleinement les complexités des actions de son père. Pourtant, elle était assez âgée pour ressentir la tension émotionnelle que son meurtre avait exercée sur leur famille. Sophie se réfugiait souvent dans son art, passant des heures à dessiner et à peindre ses sentiments. Son travail devint plus abstrait et intense au fil des mois, reflétant le chaos et la confusion qu'elle ressentait à l'intérieur. Elle avait aimé son père, malgré ses défauts, mais la révélation de sa trahison et les conséquences de ses actions la laissèrent le cœur brisé. Sophie se retrouva partagée entre le désir de préserver les bons souvenirs de Nathaniel et la colère accablante qu'elle ressentait envers lui pour avoir causé la dévastation dans leur vie. Avec le temps, Claire se concentra sur la reconstruction d'un semblant de normalité pour ses enfants. Elle trouva du réconfort dans sa communauté, se tournant vers des amis proches pour obtenir du soutien. Claire était déterminée à offrir à ses enfants le meilleur avenir possible, même si cela signifiait déraciner leur vie et s'éloigner de l'ombre de l'héritage de Nathaniel. Elle commença à travailler pour une organisation caritative locale, utilisant ses compétences pour aider d'autres personnes qui avaient été touchées par des crimes violents. Claire trouva un sens à son travail, canalisant son chagrin dans quelque chose qui pouvait aider d'autres personnes confrontées à des tragédies similaires. Ce ne fut pas un chemin facile, mais c'en fut un qui lui apporta un sentiment de paix dans un monde qui avait été bouleversé. Pour Alex et Sophie, leur chemin restait incertain. Ils continuaient tous deux à naviguer dans les émotions complexes entourant la mort de leur père, essayant de donner un sens à une vie qui avait été éclipsée par la violence et la trahison. S'ils avaient tous deux hérité de la détermination et de l'ambition de leur père, ils étaient déterminés à faire des choix différents, des choix qui leur permettraient de vivre avec intégrité et honnêteté. Ils jurèrent de ne jamais oublier les leçons qu'ils avaient tirées de la tragédie, même en poursuivant leurs propres rêves et aspirations. Pendant ce temps, la ville de Westfield, autrefois fière de son association avec Nathaniel Hayes et son entreprise en plein essor, considérait désormais son héritage avec méfiance. Les projets de construction qu'il avait initiés étaient bloqués ou abandonnés, et les projets de développement autrefois florissants qui avaient injecté de l'argent dans l'économie locale étaient laissés en désarroi. La mort de Nathaniel avait déchiré le tissu d'une communauté qui avait compté sur son succès, et il faudrait des années pour reconstruire la confiance perdue. L'affaire du meurtre de Nathaniel Hayes fut un rappel brutal des mesures que les gens prenaient pour la poursuite du pouvoir et de la richesse. C'était un conte de trahison, de personnes qui avaient autrefois été des amis et des partenaires proches, pour être déchirés par la cupidité et la vengeance. Mais au final, ce fut aussi un rappel de la fragilité de la vie humaine et des façons dont les actions d'une personne pouvaient avoir un impact durable sur la vie de tant d'autres.
L'histoire de Nathaniel n'était pas celle de l'héroïsme ou de la rédemption, c'était un conte moral sur le coût de l'ambition et la destruction qui pouvait découler de la quête du pouvoir. Au fil des années, l'ombre du meurtre de Nathaniel Hayes continua de planer sur la ville de Westfield. Pour beaucoup, la tragédie devint une partie indélébile de l'histoire de la communauté, un chapitre sombre dont on parlait à voix basse lors des rassemblements locaux. L'histoire de l'ascension et de la chute de Nathaniel, de ses transactions commerciales impitoyables et de sa fin violente, devint la matière des légendes locales, racontées à table et discutées par des esprits curieux se demandant comment un homme qui semblait tout avoir avait pu être assassiné si brutalement. Malgré les condamnations de Daniel Pierce et Robert Dillard, des questions sur l'étendue réelle de l'implication de Nathaniel dans le monde criminel continuèrent de faire surface. De nouveaux détails sur ses pratiques commerciales, ainsi que de nouveaux témoignages de personnes qui étaient restées silencieuses pendant l'enquête, commencèrent à émerger. Certaines de ces révélations faisaient allusion à un réseau de corruption plus profond, suggérant que Nathaniel n'avait pas seulement croisé le chemin des mauvaises personnes, mais qu'il avait été un acteur clé dans un réseau plus vaste d'activités illégales. Des rumeurs circulaient sur son implication dans le blanchiment d'argent, ses liens avec le crime organisé et même des murmures de liens avec un syndicat clandestin notoire opérant dans le Midwest. L'idée que Nathaniel ait été une figure beaucoup plus importante dans ce réseau que quiconque ne l'avait initialement réalisé ajouta à la complexité de l'affaire du meurtre. Cela provoqua des spéculations selon lesquelles Robert et Daniel n'auraient pas été les seuls individus ayant un mobile pour la mort de Nathaniel. Avait-il agi seul, ou avait-il été de simples pions dans un jeu plus vaste ? La détective Brooks, qui avait dirigé l'enquête, se retrouva replongée dans l'affaire des années après le procès, intriguée par ces nouveaux développements. Elle commença à fouiller dans les affaires commerciales de Nathaniel, cherchant des liens qui pourraient le relier au crime organisé ou à d'autres figures louches de son passé. Dans les années qui suivirent le meurtre, le service de police commença à recevoir des tuyaux anonymes sur les liens de Nathaniel avec des personnes aux antécédents douteux. Une piste particulièrement intrigante vint d'un ancien associé de Nathaniel qui avait travaillé avec lui sur un projet de développement qui avait été en proie à des irrégularités financières. Cet associé, désormais en cavale après une série de menaces contre sa vie, affirma que Nathaniel avait été profondément impliqué dans la manipulation de contrats municipaux, faisant partie d'un plan plus vaste visant à canaliser de l'argent vers des comptes corrompus contrôlés par un groupe restreint d'individus puissants. Cette révélation provoqua des remous au sein de la police, alors que la détective Brooks et ses collègues réexaminaient les anciennes preuves et menaient de nouveaux entretiens. Ils découvrirent que plusieurs des principaux partenaires commerciaux de Nathaniel, y compris certains qui avaient fait partie de son cercle intime, avaient disparu dans les années qui avaient suivi son meurtre. Certains avaient été retrouvés morts dans des circonstances mystérieuses, tandis que d'autres s'étaient simplement évaporés sans laisser de traces. La détective apprit également que plusieurs hauts fonctionnaires de la ville, qui avaient autrefois été proches de Nathaniel, avaient fait l'objet d'enquêtes pour corruption mais n'avaient jamais été officiellement inculpés. Il semblait que Nathaniel n'avait pas seulement été impliqué dans des affaires louches, mais qu'il avait probablement été un canal pour des activités illégales beaucoup plus vastes. L'enquête sur ces pistes fut lente et méticuleuse, alors que la détective Brooks et son équipe reconstituaient un réseau de transactions financières, de réunions secrètes et de messages codés qui désignaient une vaste entreprise criminelle. Plus ils en découvraient, plus ils réalisaient que Nathaniel Hayes jouait un jeu dangereux, un jeu où les enjeux n'étaient pas seulement des affaires, mais aussi la vie de ceux qui l'entouraient. Nathaniel s'était fait des ennemis à tous les niveaux de la société, dans le monde des affaires, parmi ses employés et même au sein du gouvernement local. Alors que la détective poursuivait sa recherche de réponses, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si le meurtre de Nathaniel n'était que la pointe de l'iceberg. Avec la relance de l'enquête, la détective Brooks contacta plusieurs organismes d'application de la loi, demandant de l'aide pour retrouver des pistes s'étendant sur plusieurs États. Ils se concentrèrent particulièrement sur le syndicat clandestin, espérant découvrir des liens entre Nathaniel et cette organisation criminelle plus vaste. La détective se retrouva rapidement immergée dans un monde qu'elle n'avait jamais pleinement compris, un monde de messages codés, de comptes cachés et de figures obscures qui opéraient bien en dessous du radar du public. Alors que cette nouvelle enquête sur les liens de Nathaniel avec le crime organisé était toujours en cours, le souvenir de son meurtre continuait d'affecter ceux qui lui avaient été les plus proches. Pour Claire, la veuve de Nathaniel, les nouveaux développements ne faisaient qu'approfondir sa douleur. Il avait déjà été assez difficile de gérer la perte violente de son mari, mais maintenant, les questions sur son implication criminelle semblaient suggérer que Nathaniel avait mené une double vie, une vie qu'elle n'avait jamais vraiment comprise. La prise de conscience qu'il aurait pu être impliqué dans des affaires aussi dangereuses ajoutait une couche de trahison à son chagrin. Claire avait déjà été forcée de reconstruire sa vie et d'élever ses enfants sans Nathaniel, mais maintenant elle se retrouvait aux prises avec la possibilité que l'homme qu'elle avait aimé était quelque chose d'entièrement différent de la personne qu'elle avait connue. Les enfants de Claire, Alex et Sophie, se retrouvèrent également au milieu de cette nouvelle vague de révélations. Pour Alex, qui était maintenant dans la vingtaine, la découverte de l'implication de son père dans des activités criminelles fut un coup qui le déstabilisa.
Il avait travaillé dur pour se distancier de l'héritage de Nathaniel, déterminé à forger sa propre voie sans la tâche du nom de son père. Mais maintenant, avec la vérité qui éclatait, Alex ne pouvait s'empêcher de se demander s'il avait été naïf en pensant que les actions de Nathaniel n'avaient pas façonné sa propre vie. Sophie, qui luttait toujours avec le traumatisme du meurtre de son père, eut du mal à donner un sens aux nouvelles informations. Elle avait idolâtré Nathaniel, le voyant comme un héros qui avait construit une vie pour leur famille. Maintenant, cette image était brisée, la laissant avec plus de questions que de réponses. La nouvelle enquête eut également un impact sur Westfield dans son ensemble. La ville, qui avait autrefois tiré fierté des contributions de Nathaniel à sa croissance, se retrouva maintenant aux prises avec l'héritage terni d'un homme qui avait été à la fois un pilier de la communauté et un acteur clé dans le monde criminel. Les fonctionnaires de la ville, dont certains avaient été impliqués dans les projets de Nathaniel, furent contraints de répondre à des questions difficiles sur leur relation avec lui. La presse locale, qui avait autrefois célébré Nathaniel comme une réussite, se concentra désormais sur la découverte de la vérité derrière sa mort. La frénésie médiatique entourant l'affaire menaça de déstabiliser davantage l'économie de la ville, alors que les investisseurs se retiraient des projets, incertains de la marche à suivre à la suite de ces révélations troublantes. Au milieu de tout ce chaos, l'enquête sur le meurtre de Nathaniel se poursuivait. La détective Brooks et son équipe étaient déterminés à découvrir toutes les facettes du crime. Et à mesure qu'ils continuaient à décoller les couches de la vie de Nathaniel, ils découvraient de plus en plus de preuves qui pointaient vers une conspiration complexe et multifacette. Que Nathaniel ait été tué à la suite d'une vendetta personnelle, d'une rivalité commerciale ou de son implication dans des entreprises criminelles, une chose était certaine, sa mort n'était pas un homicide ordinaire. C'était un crime qui parlait du côté sombre de l'ambition, du pouvoir et de la cupidité. À mesure que l'enquête progressait, il devint clair que l'histoire de Nathaniel Hayes était loin d'être terminée. L'affaire continua d'évoluer, et de nouveaux détails émergèrent qui menaçaient d'exposer encore plus la toile complexe de la tromperie. Qui avait entouré sa vie? Et à mesure que les années passaient, la vraie nature de l'héritage de Nathaniel restait une question ouverte, une question avec laquelle la ville de Westfield et sa famille continueraient de lutter pendant des années à venir, une énigme persistante dont les ombres refusaient de se dissiper entièrement. Récit 5 en janvier 2002, la petite ville de Brentwood, située dans la partie nord-est des États-Unis, fut secouée par un crime brutal et inexplicable qui se répercuterait sur la communauté pendant des années. Le meurtre d'Emily Weston, une institutrice respectée, laissa toute la ville stupéfaite et aux prises avec des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. À mesure que les jours se transformèrent en semaines, l'enquête sur sa mort révélerait des secrets, des mensonges et un réseau de connexions que personne n'aurait pu prévoir. L'hiver, d'ordinaire paisible, fut entaché par cette violence inattendue, laissant une cicatrice invisible sur l'âme de la ville. Emily Weston était une figure aimée à Brentwood. À 32 ans, elle avait enseigné à l'école primaire locale pendant près d'une décennie. Ses collègues la décrivaient comme dévouée, chaleureuse et passionnée par son travail. Elle était connue pour rester tard après les heures de classe pour donner des cours de soutien aux élèves en difficulté et organiser des activités parascolaires pour sa classe. Emily était également active au centre communautaire de la ville, offrant son temps pour aider à divers événements et collecte de fonds caritatifs. Sa vie personnelle, bien que privée, semblait tout aussi sereine. Elle vivait seule dans une modeste maison à 2 chambres à la périphérie de la ville, restant discrète mais offrant toujours un sourire amical ou un coup de main en cas de besoin. Elle incarnait l'idéal de la citoyenne parfaite, une âme généreuse et bienveillante. Le matin du 15 janvier 2002, l'absence d'Emily au travail provoqua la première alerte. Ses élèves arrivèrent à l'école pour constater qu'elle n'était pas présente pour son rôle habituel de professeur principal.